Chers amis, bonsoir. Je prends la parole au nom de Bertrand Renouvain, qui est pour le moment pas connecté, pour présenter le conférencier d'aujourd'hui, qui est le professeur Didier Gascuel, directeur du pôle halieutique mer et littoral de l'Institut d'agronomie de Rennes, qui est professeur d'écologie marine et membre du conseil scientifique des pêches de l'Union européenne, et qui va nous parler de ces questions qui sont très liées entre la pêche, l'écologie, le climat, etc. Didier, à toi la parole. Très bien, merci. Bonsoir, merci de cette invitation. Effectivement, je vais vous parler de crise écologique, de crise climatique et de la nécessité de changer un certain nombre de choses, notamment dans nos sociétés. Alors, si vous le voulez bien, je suis scientifique de formation, donc je vais m'appuyer, comme le font souvent les scientifiques, sur une présentation que je vais essayer de partager avec vous, que vous voudriez voir apparaître à l'écran. Alors, la conférence de ce soir, effectivement, on l'a intitulée « Crise écologique et climatique, une révolution dans la mer est-elle possible ?» Donc, moi, initialement, je suis professeur d'écologie marine. Je pourrais vous parler longuement de l'océan d'un point de vue d'écologie. L'océan qui est à la source de la moitié de l'oxygène que nous respirons, qui est le très grand régulateur, j'en reparlerai, du climat, qui est à la source d'une partie significative de notre alimentation, on en reparlera, et puis qui est aussi un réservoir incroyable de biodiversité. Ceci dit, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ces aspects d'écologie, mais je vais plus vous parler de société, des hommes, des humains, de ce que nous faisons, et je vais m'appuyer sur ce qui est mon expertise propre, l'écologie marine, mais aussi la connaissance du monde de la pêche. Ça fait un certain nombre d'années que je travaille dans ce domaine-là. Je vais l'utiliser comme prétexte à une réflexion un peu plus générale sur les problèmes auxquels nous avons à faire face et surtout sur la manière dont nous pourrions, je pense, nous y attaquer. Alors, bien sûr, j'organiserai mon exposé. Je commencerai par vous dire pourquoi une révolution dans la mer est nécessaire. Et puis après, j'essaierai d'en dresser les contours, ce qui devrait être les contours à mes yeux, et puis les conditions, comment faire pour la faire advenir. Une révolution dans la mer est nécessaire parce que la mer est menacée. Elle est menacée d'une certaine manière par l'activité humaine ou par les débordements de l'activité humaine. Et elle est menacée, c'est une partie des débordements de l'activité humaine, par le changement climatique. Donc je vais commencer par dresser un peu rapidement, parce que je voudrais passer du temps sur la seconde partie, mais un peu le panorama de ces menaces et d'où on en est, et de qu'est-ce que savent aujourd'hui les scientifiques, quels sont les changements qui se sont déjà opérés, et quels sont ceux qu'on connaît, qu'on sait prévoir et qui vont s'opérer dans les décennies à venir. Je vais notamment m'appuyer sur deux documents importants qui sont tous les deux parus en 2019 pour faire ce diagnostic. Le premier, c'est un rapport c'était le premier rapport sur la biodiversité qui a été établi par une structure qui s'appelle la Plateforme intergouvernementale pour la biodiversité, plateforme mise en place à l'initiative des Nations Unies et qui regroupe les scientifiques du monde entier, et qui a été créé il y a quelques années et qui a, en 2019, publié son premier rapport sur l'évaluation de la biodiversité à l'échelle mondiale et puis sur la manière dont elle évoluait et les menaces qui pesaient sur elle, mais aussi les moyens d'y remédier. C'est donc un document très, très général qui marque le point de consensus entre les scientifiques. Ce que font ces grandes plateformes internationales, elles ne produisent pas de la connaissance, elles synthétisent la connaissance établie lorsque cette connaissance est reconnue par l'ensemble des scientifiques comme faisant l'objet d'un minimum de consensus. Donc elle l'a fait sur les questions de biodiversité en général et bien sûr sur les questions de l'océan. Et puis le deuxième grand rapport, c'est également le rapport d'une structure internationale plus connue, parce que plus ancienne, qui est la plateforme intergouvernementale sur le climat, et qui, depuis un certain nombre d'années, publie régulièrement, tous les 4 ans, tous les 6 ans, ces grandes synthèses sur l'évolution du climat mondial. Et à la suite de l'accord de Paris sur le changement climatique,
cette plateforme intergouvernementale, le GIEC, avait été mandaté par les Nations Unies pour faire un rapport particulier sur les questions climat et océan, et a donc publié un rapport spécifique sur l'océan, qui a été également un point tout à fait marquant et qui, là aussi, marque le point de vue le consensus des scientifiques. Alors, premier élément, l'océan est soumis au moins autant que la Terre, dans des dimensions assez différentes, pour des raisons différentes et sous des caractéristiques différentes, mais est soumis comme l'ensemble de la planète à la crise écologique. Dans l'océan, on sait, et c'est ce que nous dit ce rapport de l'IPBES, que la première cause qui affecte le vivant, c'est la pêche, et qui affecte notamment la biodiversité, c'est la pêche. C'est le premier facteur d'impact sur la biodiversité marine, et ceci depuis déjà plusieurs décennies. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, j'en dirai quelques mots, mais incontestablement, le facteur qui joue un rôle global à l'échelle mondiale, des grands océans mondiaux ou des mers qui bordent l'Europe ou la France, c'est vraiment l'activité de pêche. En réalité, cette activité de pêche, alors elle est très ancienne, il y a sûrement eu de la pêche depuis les premiers hominidés, les singes pêchent, les premiers hominidés ont pêché, mais la pêche, elle s'est vraiment développée à l'échelle mondiale, elle a vraiment conquis les océans mondiaux. Alors, un peu à la fin du 19e siècle, vous avez là un graphique qui représente les captures, l'évolution des captures mondiales depuis un peu plus d'un siècle. Au tournant entre le 19 et le 20e siècle, les moteurs sont apparus sur les bateaux se sont multipliés, on a inventé des engins de plus en plus pêchants, et notamment le chalut, qui est un engin qui racle les fonds marins. Et donc, ce que nous montre ce graphique, c'est que la pêche a réellement conquis les océans et s'est développée de manière extrêmement rapide au cours du XXe siècle. Elle a un peu commencé à la fin du XIXe siècle, donc comme je le disais, au moment où le couple bateau-moteur, chalut est arrivé, la pêche, c'est à ce moment-là, en gros, les captures ont été multipliées par 3. Et puis, il y a eu la Première Guerre mondiale, pas grand-chose entre les deux guerres mondiales. Pardon. Et de nouveau un développement extrêmement important après la Seconde Guerre mondiale, au moment où tous les grands États de la planète, notamment les pays occidentaux, ont assez massivement favorisé le développement d'une grande pêche industrielle qui a conquis progressivement tous les océans. Vous voyez dans la partie droite de mon graphique que dès les années 70, les captures dans l'océan Atlantique se sont mis à stagner, voire ont commencé à légèrement régresser. Et la raison de cette stagnation, de cette légère régression, c'est de toute évidence, et aujourd'hui c'est quelque chose qu'on connaît bien, le fait qu'on avait mis en exploitation le potentiel de production de l'océan Atlantique, qu'on a commencé à surexploiter un certain nombre de ressources, donc l'abondance des ressources a diminué, les captures se sont mis à stagner. Les captures ont continué à augmenter dans le Pacifique pendant 1 ou 2 décennies, mais le même phénomène s'est répété, et puis assez rapidement dans l'océan Indien. Et si on rajoute à ça une estimation certainement très, très imprécise d'une partie des captures qui est mal connue, qui est ce qu'on appelle les captures non déclarées, parce qu'elles n'apparaissent pas dans les statistiques officielles, parce que pour certaines d'entre elles, elles sont parfaitement illégales, d'autres sont légales mais n'apparaissent pas dans les statistiques officielles, certaines correspondent à des pêches vivrières, etc. Bref, ce qu'on voit très clairement, c'est que le pic de capture est derrière nous. Et je dis souvent, d'une certaine manière, la pêche est en avance. On avance sur d'autres secteurs. On nous dit le pic du pétrole est pour dans 10 ans, 15 ans, 50 ans. Et on nous dit ça de beaucoup de secteurs d'activité. La pêche, on est dans cette situation où, si j'ose dire, entre guillemets, les humains ont été plus efficaces pour exploiter et finalement surexploiter et d'une certaine manière détruire le capital écologique, et pour se retrouver dans cette situation de décroissance de la production liée au fait qu'on a profondément dégradé le capital écologique. Donc bien sûr, c'est un peu une provocation de dire qu'on en avance, on est en avance quelque part dans la catastrophe, mais ça veut dire aussi que ça a obligé l'ensemble des acteurs du monde de la pêche, notamment les scientifiques, mais aussi les responsables politiques, les responsables professionnels,
à réfléchir très sérieusement à la question, parce que quand la capture diminue, les premiers qui sont évidemment affectés, ce sont d'abord les pêcheurs. Et donc, ça a obligé le secteur de la pêche à développer toute une réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire la durabilité dans la pêche, mais la durabilité d'une manière générale. Comment on fait pour la mettre en place? Quel doit être le rôle joué par les différents acteurs? Et quelles en sont les conditions à la fois économiques, sociales, mais aussi politiques? Donc, c'est pour ça que je vais beaucoup dans cette conférence m'appuyer sur la pêche, mais comme point d'entrée, comme point d'illustration, pour dire un certain nombre de choses. On peut aller un petit peu plus loin en analysant bien ce qui s'est passé derrière, ou plutôt en illustrant ce que je viens de vous dire, ce qui explique fondamentalement la baisse des captures depuis maintenant quelques décennies. C'est bien la dégradation du capital écologique. Vous avez ici une carte où, à l'aide d'un certain nombre de modèles mathématiques, on a reconstitué ce que devait être l'abondance des poissons, ce qu'on appelle les poissons de fond, qui sont une partie très importante des captures, et notamment toutes les espèces nobles, ce qu'elles devaient être à la fin du 19e siècle. Et vous voyez que ce que nous dit cette carte, c'est que ces poissons de fond sont sur les côtes, sur ce qu'on appelle le plateau continental, à proximité des côtes. C'est là que se font 90% des captures mondiales, mais qu'en 1900, il y en avait au large des côtes de l'Europe comme au large des côtes des États-Unis ou du Canada. Regardez bien la carte, voici la même en l'an 2000. Et ce que nous dit la carte en l'an 2000, vous voyez, c'est assez spectaculaire, c'est que l'abondance de ces poissons de fond a été divisée en gros par 10 au cours du siècle. Donc ce développement de la pêche au cours du XXIe siècle, avec de plus en plus de bateaux, il s'est traduit évidemment par de moins en moins de poissons dans l'eau, et de moins en moins de poissons dans l'eau jusqu'au point où ce sont les pêcheurs eux-mêmes qui sont bien sûr menacés. Donc les ressources exploitées ont diminué. Elles ne sont qu'une partie de la biodiversité des océans, mais elles ont incontestablement diminué, et diminué de manière très forte. Cette diminution, elle n'est pas homogène pour toutes les autres espèces, et elle ne s'est pas seulement traduite par le fait que les stocks exploités diminuaient, que les populations marines exploitées diminuaient, mais elle s'est traduite par tout un ensemble de changements dans la structure des écosystèmes marins et dans le fonctionnement des écosystèmes marins. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que les espèces qui ont été les plus impactées sont généralement les grandes espèces, les grands poissons, et notamment les prédateurs supérieurs, les grands requins, les thons, voire des espèces qui étaient très importantes et qui ont beaucoup régressé, comme la morue, comme les mérous, etc. Bien sûr, et encore plus, c'est pas des poissons, mais les mammifères marins. Bref, les prédateurs supérieurs ont été les premiers affectés. Et on s'est mis à ce moment-là à pêcher leurs proies, et puis leurs proies ont à leur tour été affectées, et on s'est mis à pêcher les proies des proies, et on voit un océan qui se dépeuple des parties supérieures des chaînes alimentaires. Les oiseaux marins, par exemple, on estime que leur abondance a été divisée globalement par 2 à l'échelle mondiale depuis les années 50. Ça, c'est les impacts, je dirais, direct sur le vivant, ou indirect sur le vivant, parce que, bien sûr, lorsqu'on impacte les prédateurs, ça a des effets par répercussion sur leurs proies, puis sur les proies des proies, puis finalement sur tout l'écosystème. Il y a aussi des effets qui sont liés à des impacts de la pêche sur l'habitat, et notamment au développement de l'engin que j'ai évoqué, le chalut, qui racle les fonds marins. Et vous avez une petite carte en bas à gauche, là, qui est une cartographie du nombre de fois où le chalut passe par an sur les fonds de la mer du Nord. En réalité, sur plus de la moitié de la surface de la mer du Nord, le chalut passe au moins une fois, et dans certains endroits 10 fois. Et évidemment, toute la faune qui était à l'origine sur les fonds marins est profondément perturbée. On aboutit dans un certain nombre de cas à réellement ce qu'on appelle des mutations de l'écosystème. Un des exemples assez caractéristiques de ça, c'est le Canada. Donc vous avez ici les captures, avec d'un côté les captures de poissons et de l'autre côté les captures de ce qu'on appelle les invertébrés, essentiellement les mollusques et les crustacés. Pendant des siècles, les poissons ont représenté
plus de 80%, voire 90% des captures. C'était les espèces nobles, c'était les espèces qu'on ciblait. Et dans les années 1990, on a abouti à des situations de surexploitation, en particulier d'un stock qui était très 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 important au Canada, qui était le stock de morue. Le stock de morue s'est effondré, avec lui d'autres stocks de poissons, et tout se passe comme si l'écosystème s'était totalement réorganisé d'une manière différente. On a abouti à un autre état de l'écosystème, dans lequel les poissons sont devenus beaucoup moins abondants. La morue n'a pas totalement disparu, hein. Il y a toujours quelques morues, mais elle n'occupe absolument plus la place, elle ne joue plus le rôle qu'elle jouait auparavant. Et une partie très importante, à l'inverse, se sont développés un certain nombre de crustacés, le crabe royal, etc., etc. Et on aboutit à cette situation qui aurait paru absolument inimaginable pour n'importe quel pêcheur pendant des siècles, qui est qu'aujourd'hui, la majorité des captures au Canada sont formées de ces crustacés de sans invertébrés. Les poissons sont devenus minoritaires. Ils sont moins abondants dans les écosystèmes, mais ils sont, par conséquent, évidemment, devenus beaucoup moins abondants dans les pêches. Et vous voyez que ce nouvel écosystème, même malgré cette présence des crustacés et des mollusques, finalement produit nettement moins pour les humains que ne le faisait l'écosystème riche en poissons qu'on avait antérieurement. Alors, ça, c'est la pêche. Je pourrais le développer longuement, et pour être honnête, et je vais juste les survoler très rapidement, il n'y a pas que la pêche dans la crise écologique, dans la crise écologique des océans. Ce que nous dit le rapport international de la plateforme internationale sur la biodiversité, c'est que viennent assez vite derrière les impacts liés à la dégradation des habitats côtiers. Vous avez une petite photo aérienne là, de la baie de Seine. C'est un endroit qui est bien connu, qui a été pendant des siècles une zone avec beaucoup de marais, de zones qui étaient des zones très riches, et notamment où venait se reproduire toute une partie des espèces qu'on exploite ensuite en mer, et qui a été complètement artificialisée avec le développement urbain et industriel. Mais c'est vrai aussi dans des pays du Sud. Vous avez une photo qui représente le développement des élevages de crevettes dans les pays asiatiques, où de la même manière, ce qu'on appelle les zones de mangrove ont été profondément modifiées. Donc cette modification des habitats côtiers, qui sont très importants pour les espèces marines, qui pour beaucoup d'entre elles ont une phase au cours de leur vie dans ces zones côtières, sont considérées comme le deuxième facteur d'impact sur les écosystèmes. Le troisième, c'est bien sûr ce qu'on met sous le vocable très très général des pollutions. Alors les pollutions, il y a en réalité des choses très diverses derrière, des polluants toxiques, métaux lourds, PCB, etc. Le plastique dont on parle beaucoup, qui est évidemment une thématique très importante, mais qui n'est pas du tout et malheureusement la seule. Les excès d'azote liés à l'agriculture intensive, qui aujourd'hui sont responsables du développement de ce qu'on appelle un certain nombre de zones mortes dans l'océan, des zones où les excédents d'azote finissent par se traduire par une consommation, la prolifération de microalgues, et finalement le développement de zones où tout l'oxygène est consommé, et qui donc deviennent des zones mortes, et qui se développent malheureusement très rapidement, et qui couvrent désormais de manière temporaire, saisonnière ou permanente, plus de 2% de la surface des plateaux continentaux. Voilà, et puis un dernier facteur d'impact qui est lié à l'homme et qui est très important pour la biodiversité, ce sont ce qu'on appelle les invasions biologiques, qui sont liées au développement du commerce international, et notamment des grands paquebots internationaux qui vidangent leurs cuves d'un point du monde à l'autre. Alors ça ou d'autres facteurs liés au développement des échanges internationaux, avec des grandes invasions, les méduses qui se développent aussi en raison de la surpêche et des excédents d'engrais, les landes d'oursins qui se sont développées, ce qu'on appelle les déserts à oursins, et qui couvrent aujourd'hui une partie très importante, et qui sont considérées comme une véritable catastrophe écologique en Australie. Chez nous, c'est moins spectaculaire et peut-être moins dramatique, mais on connaît bien sur les côtes bretonnes et normandes les crépidules, qui sont liés au développement, à l'arrivée des élevages d'huîtres, puis qui ont été renforcés au moment du débarquement américain. Ce poisson très joli que vous avez là, qui est un poisson d'aquarium,
qui vivait dans l'océan Pacifique et qui a été déversé depuis des aquariums dans les Caraïbes et qui aujourd'hui est considéré comme une catastrophe. Il y a des appels des autorités dans les Caraïbes pour inviter tous les pêcheurs, tous les plongeurs à tuer le maximum de ces poissons-lions, parce qu'en réalité, ces poissons-lions, comme leur nom l'indique d'ailleurs, sont des carnassiers qui mangent un peu tout. Et puis, je vous ai mis une photo sur ce cas absolument spectaculaire. On en voit des photos des vidéos sur YouTube qui sont absolument terrifiantes. C'est le crabe du Kamtchatka, transporté en train à travers toute la Sibérie à l'époque de Staline pour repeupler les eaux soviétiques, enfin de l'Atlantique sur les côtes soviétiques à l'époque, et qui aujourd'hui envahit progressivement les côtes de la Norvège. Donc des perturbations très fortes dans un certain nombre d'écosystèmes. Là, pour le coup, ça a été un petit peu vite. Alors, l'autre élément, évidemment, qui est une partie de la crise écologique, mais qui va au-delà de la crise écologique, c'est la crise climatique. Et ce changement climatique qui est, j'ai choisi cette photo-là comme une vague immense qui est en train de se soulever et qui, je dois dire, de plus en plus effraie beaucoup des scientifiques qui s'y attachent. Je fais partie de cette génération de scientifiques où quand les premiers collègues ont commencé à parler du changement climatique, la réaction était un peu du type « oui, vous êtes gentil, mais enfin nous, on s'occupe de choses sérieuses et la chose sérieuse, c'est la surpêche ». Jusqu'au jour où je me suis dit, comme beaucoup de mes collègues, il faudrait quand même que je regarde ça de plus près. Et quand j'ai commencé à regarder ça de plus près, on est généralement pris d'un certain vertige en se disant mais les changements sont déjà très 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 importants et ce qui nous attend va être très important. Ce changement climatique, il a démarré et toutes les prévisions, que ce soit celles de l'IPBES ou du GIEC, disent qu'il va avoir des impacts sur le vivant et notamment dans l'océan qui seront encore beaucoup plus importants que la pêche. C'est pour ça que ça m'intéresse de parler des deux, parce que la pêche, c'est une crise majeure, enfin c'est une responsabilité majeure dans la crise écologique, avec quelques décennies d'avance sur la crise climatique. Et donc, les enseignements qu'on tire de la pêche sont extrêmement instructifs pour nous dire pas seulement ce qui risque de se passer de nature un peu différente, mais comment réagir, que faire par rapport à ça. Alors, quelques mots sur cette crise climatique. La température chauffe, je ne vous apprends rien, elle chauffe dans la mer. En mer, on a déjà gagné 1 degré, un peu plus en mer du Nord, on est déjà à 1,6 degré en mer du Nord. Moi, j'habite sur les côtes bretonnes, on estime que dans le golfe de Gascogne, les températures à la côte ont augmenté là aussi d'1 degré. Elles ont à l'inverse, un peu plus au large et en bordure de talus continental, au contraire, plutôt diminué d'1 degré, parce que le courant du Gulf Stream, qui est un élément très très fort de régulation du climat aujourd'hui, est en train de s'affaiblir. Donc ça chauffe. C'est pas seulement que ça chauffe, mais c'est que derrière, l'ensemble des paramètres physico-chimiques de l'océan sont modifiés. Vous avez là un certain nombre de courbes que je vais pas détailler, mais qui nous disent que une partie du CO2 que nous émettons est dans l'atmosphère et contribue à l'effet de serre et au réchauffement climatique, mais une partie de ce CO2, de ces excédents de CO2, sont aujourd'hui captés par l'océan, et ça se traduit par une baisse du pH, c'est-à-dire par une acidification de l'eau de mer. On a déjà gagné 35% d'acidité dans l'eau de mer, alors ça reste, c'est pas un milieu acide, l'eau de mer, mais elle est devenue plus acide, et dans les scénarios les plus pessimistes qu'indique le GIEC, on aboutira à des niveaux d'acidité dans l'eau de mer qui nous ramèneraient à des périodes qu'aucun humain n'a jamais connues et qui datent d'avant l'époque des dinosaures. Le pH baisse, l'oxygène présent dans l'eau baisse, l'océan a déjà perdu 2% de son oxygène, et puis derrière, les courbes que vous avez, ce sont les sels nutritifs, azote, phosphore, qui contribuent à la chaîne alimentaire, qui sont à la base du vivant. Vous voyez que toutes ces courbes baissent, mais ce que nous montrent aussi ces courbes, c'est que la machine climatique dans l'océan, probablement plus encore qu'à Terre, elle est déjà lancée. La partie gauche de la courbe, c'est ce qu'on observe déjà, c'est pas des prévisions, c'est ce qu'on observe déjà. Quand je vous dis qu'on a perdu déjà 2% d'oxygène, 0,1 point de pH, 1 degré qu'on a gagné, c'est des choses déjà observées, mesurées
à l'échelle planétaire. Et la machine climatique est lancée, et ce qui va se passer dans les 20 ans à venir est déjà connu, déjà déterminé. Nous n'y pouvons désormais plus rien. Pour les 20 ans à venir, l'inertie du climat océanique est telle que quoi que nous fassions aujourd'hui, la courbe va continuer sur sa lancée. Au-delà de 2040, les courbes divergent selon ce que nous serons capables de faire en matière de limitation des émissions de CO2 et de régulation des impacts climatiques. Mais déjà jusqu'en 2040, les choses sont lancées. Donc voilà, donc moi je suis enseignant, je suis responsable d'un programme de master, et très clairement, je sens sur mes épaules la responsabilité de former des jeunes qui vont être ceux qui seront aux commandes dans 20 ans, au moment où les impacts vont vraiment être importants. Alors, les impacts, ils ont déjà commencé. En fait, ils sont un peu masqués par la variabilité, par le bruit de la nature et le bruit des sociétés humaines aussi. Hein. Mais quand on regarde les choses d'un petit peu plus près, quand on fait des grands bilans mondiaux, là aussi, on s'aperçoit que d'ores et déjà, la biomasse du vivant dans l'océan a baissé de 3 ou 4 %. Et que, même chose, sur la lancée dans laquelle elle est, on sait qu'elle va baisser encore de 4 ou 5 %. Tous les scientifiques aujourd'hui développent des modèles. Dans mon équipe, on le fait, des petits modèles, mais il y a des grosses équipes américaines ou d'autres pays, ou du CNRS en France, qui font des très gros modèles. Finalement, tous ces modèles sont extrêmement convergents, même s'ils sont construits de manière très très différente et totalement indépendante, et tous disent la même chose, qui est que la biomasse du vivant, la quantité de matière vivante, la quantité des animaux en particulier dans l'océan, va diminuer à minima de 7 ou 8 % dans les scénarios les plus optimistes, et probablement de quelque chose qui sera au-dessus de 15 %, 20 % dans les scénarios les plus pessimistes. C'est le chiffre moyen, avec des très fortes variabilité d'une région à une autre. Et la petite carte que vous avez là illustre l'idée qu'on sait aujourd'hui que les régions qui vont être les plus affectées sont les régions intertropicales. Alors ça aura des effets sur la biodiversité. Hein. On s'attend à ce qu'un certain nombre d'espèces régressent très très fortement. Les espèces vont se déplacer, elles se déplacent déjà très rapidement. On voit maintenant dans nos eaux des espèces tropicales. On sait à l'inverse que dans les eaux aujourd'hui de la mer du Nord, la morue est quasiment définitivement condamnée. Elle est en régression très très forte et on sait qu'elle ne reviendra pas. Elle se développe au contraire au nord de la Russie. Mais tous ces changements ne sont pas des changements à somme neutre. On sait qu'au total, le nombre d'espèces diminue et on sait que les potentiels de capture diminuent avec des impacts qui sont déjà sensibles dans les pays du Sud, les pays en développement, et dont on s'attend à ce qu'ils soient extrêmement forts, et notamment dans des pays qui dépendent aujourd'hui beaucoup de la pêche. Hein, je pense notamment à un certain nombre de pays asiatiques. Voilà, donc oui, il y a urgence, et s'il faut retenir une première idée de cette première partie de mon exposé, c'est qu'il y a urgence à s'attaquer au problème. Voilà, alors je finirai en disant que, évidemment, tous les impacts ne sont pas les mêmes partout. Certains écosystèmes vont être très, très affectés. Hein. Les récifs de corail vont être parmi les plus affectés. Les grandes forêts d'algues ou ce qu'on appelle les prairies marines vont être extrêmement affectées. Mais globalement, c'est bien la planète et les humains qui vivent dessus qui vont être affectés. Alors, des solutions. Je vais essayer de consacrer la seconde partie de mon exposé à ça. Et qu'est-ce qu'elle devrait être, à mes yeux, la révolution dans la mer. Bien sûr, il y a des solutions que vous entendez partout, et je les ai remis là parce que elles sont vraies. On sait que le changement climatique, il faut moins émettre de CO2, on sait qu'il faut moins émettre de polluants, on sait qu'un des facteurs très importants, notamment de lutte contre le changement climatique, c'est qu'il faut changer l'alimentation. Voilà, ces remèdes, je dirais, un peu généraux qui sont vrais au niveau terrestre, sont vrais au niveau marin. N'atténuera pas les effets du changement climatique en milieu océanique si on ne les atténue pas en milieu marin. Mais bien sûr, je ne vais pas m'y attarder très longtemps parce que ça, vous entendrez parler, j'imagine, partout et à satiété dans les journaux. Je vais essayer de me focaliser sur des choses un peu plus spécifiques que nous dit notamment la pêche et l'avance qu'elle a sur, plus généralement, l'ensemble des questions de la crise écologique et de la crise climatique. Donc, révolution, je dis dans mon bouquin, cette révolution, en fait, elle doit s'appuyer sur trois ruptures, trois termes de la révolution.
révolutions. Celle de l'écologie, celle de l'économique et du social, et puis celle de la révolution citoyenne ou celle de la gouvernance ou de l'expression démocratique. La première révolution ou la première rupture, c'est celle de l'écologie. Je prétends, et la pêche nous démontre ça d'une manière extrêmement frappante, que jusqu'à présent, les humains ont toujours vécu dans une espèce de paradigme qui était on peut impacter la nature. On ne s'est même pas beaucoup posé la question pendant très longtemps, mais quand on a commencé à se poser la question, le paradigme était on peut impacter la nature. Le problème, c'est de ne pas aller trop loin. Et donc, de définir l'impact maximum admissible. Et quand on pense aux questions de durabilité, de soutenabilité, souvent, la question qui vient, c'est à partir de quand c'est plus soutenable? À partir de quand c'est plus durable? Quel est le territoire de la durabilité? Et est-ce qu'on peut en tracer les limites et se dire que à l'intérieur de ce territoire de la durabilité, d'une certaine manière, tout irait bien, mais qu'il y aurait cette espèce de limite à ne pas franchir. Et si vous y réfléchissez, beaucoup des règles environnementales que nous connaissons aujourd'hui, beaucoup des normes environnementales que nous connaissons sont établies sur ce principe. Combien peut-on admettre de milligrammes d'azote dans l'eau du robinet avant que ce soit un problème? 50 milligrammes. Bien. Et en pêche, on a de très longtemps raisonné aussi de cette manière-là. Jusqu'à quand peut-on pêcher? Jusqu'à combien peut-on pêcher avant que ce soit réellement un problème? Et je prétends qu'il faut renverser le paradigme en recherchant la minimisation des impacts. Et bien sûr, il va falloir s'y arrêter parce que la minimisation des impacts, on imagine bien, et il s'agit des impacts humains, on imagine bien que, tel que c'est dit là, ça peut paraître un peu provocateur. Et la première fois qu'on a vu apparaître ce genre de phrase, je me rappelle de collègues disant « mais ça n'a pas de sens. La minimisation des impacts, ça reviendrait à supprimer l'homme. Pas d'homme sur la Terre, pas d'impact des humains. » Et évidemment, c'est pas du tout de ça dont il s'agit. Ce qu'il s'agit, c'est d'avoir nos activités humaines, d'accepter des impacts tout en cherchant à les minimiser. Et la pêche, elle nous aide énormément à réfléchir à cette question-là et à bien montrer quelle est la différence entre une démarche de maximisation dans laquelle on recherche le maximum admissible et une démarche de minimisation dans laquelle on re-questionne à tout moment les pratiques, les systèmes de production, les réglementations pour rechercher des impacts plus faibles. Alors, je vais à un moment expliquer des graphiques, je vais faire un peu mon prof, expliquer des graphiques qui sont les premiers graphiques qu'on montre à des étudiants lorsqu'on veut leur expliquer comment se posent les problèmes de pêche durable. Ce que vous avez sur ce graphique, c'est un graphique où on étudie une situation, qu'est-ce qui se passe finalement lorsque la pêche se développe, au cours c'est ce qu'on a connu. Alors en Europe, ça s'est étalé sur plusieurs siècles. Il y a des endroits où ça a été plus rapide. Lorsque on passe d'une situation où la pêche n'existe pas, les premiers humains arrivent, les bateaux arrivent, et puis il y en a de plus en plus gros. Il y a une première courbe qui est importante à bien connaître, c'est la courbe de l'abondance, c'est la courbe de la quantité de poissons dans l'eau. Vous voyez là une chose qui est a priori assez intuitive, qui est que plus vous mettez de bateaux, moins il reste de poissons dans l'eau. C'est bien ce que je vous ai montré tout à l'heure sur les petites cartes, en vous montrant l'Atlantique Nord-Est, fin du XXe siècle, lorsque la pêche s'est développée, la quantité de poissons a baissé. Mais cette courbe qui paraît pourtant très intuitive, il faut s'y arrêter un instant. Ce qu'elle nous dit, cette courbe, c'est que si on fixe la quantité de bateaux à un point quelconque, si on arrête de développer la quantité de bateaux, eh bien, on va se retrouver dans une situation d'abondance qui est donnée par la courbe en verte et qui, dans le fond, peut durer très très longtemps. Et l'expérience montre que c'est effectivement comme ça que ça fonctionne. L'Europe a été pendant longtemps très dans la droite de ce graphique, le point que j'ai noté jusque dans les années 2000, là, celui où vous voyez les 2000, et en fait, elle y a été à partir de la fin des années 70 et jusque dans les années 2000, on est resté dans cette situation d'un très grand nombre de bateaux, d'une abondance faible, d'une situation qui est ce qu'on appelait une situation de surexploitation assez généralisée, mais dans le fond, on pouvait s'en satisfaire d'une certaine manière, ou en tout cas, les acteurs ont eu l'air pendant longtemps de s'en satisfaire, les responsables politiques n'ont pas agi pendant très longtemps pour éviter cette situation-là.
Ce que j'essaie de dire là, c'est que d'une certaine manière, chacun des points de la courbe verte est peut-être une situation durable. Le durable n'est pas quelque chose qui est défini par les scientifiques. Le durable est un choix de la société qui dit à quel niveau de durabilité nous voulons être. Si on veut qu'il n'y ait pas de bateau, mais peut-être c'est la situation où dans le fond il n'y aurait pas d'humains du tout, alors on peut avoir beaucoup de poissons dans la mer. Si on veut des humains, il faut admettre un impact. La question, c'est quel est l'impact qu'on accepte et jusqu'où on accepte de descendre sur cette courbe. Et là, c'est là qu'intervient l'autre courbe qui est celle des captures. Finalement, ce que peuvent pêcher les pêcheurs. Évidemment, s'il n'y a pas de bateau dans la mer, ils ne pêchent rien. Et s'il y a tellement de bateaux qu'on a pêché le dernier poisson dans la mer, ils ne pêchent rien non plus. Et entre les deux, on a cette situation de capture qui passe par un maximum. Aujourd'hui, la norme qui a été établie, qui est reconnue à la fois par les Nations Unies, qui est l'objectif de la politique européenne des pêches, qui est qualifiée de pêche durable, qu'on assimile à la notion de pêche durable, c'est celle que vous avez représentée ici, c'est celle qui correspond à une capture qui est la capture maximale. C'est-à-dire qu'on essaye aujourd'hui de gérer les pêches en tirant de chacun des stocks exploités le maximum qu'il est capable de nous fournir sur le long terme. Et c'est vraiment sur ce principe-là que sont calés, par exemple, tous les calculs de quotas de pêche et tout un ensemble de réglementations au niveau européen ou au niveau national. Autrement dit, on définit la durabilité ici par rapport à un terme sur les captures. Mais on le fait dans un raisonnement qui est conduit pour chacun des stocks, chacune des populations. On applique cette courbe-là pour la morue, et puis on réapplique la courbe équivalente. Évidemment, ce ne sera pas avec les mêmes valeurs, hein, pour la morue, pour le thon, pour la sardine, pour la crevette, etc., etc. Et vous voyez que si on applique le même schéma à tout le monde, on s'aperçoit qu'on admet déjà un impact beaucoup plus faible. On admet un impact qui est déjà très important et une biomasse qui est déjà beaucoup plus faible que celle sans pêche. On est là typiquement dans le raisonnement, jusqu'où peut-on aller le plus loin possible avant que manifestement ce soit une bêtise. Et effectivement, on voit bien que si on dépasse le point de pêche durable, de toute évidence, c'est une bêtise. On se met à avoir plus de bateaux qui vont coûter plus cher, dépenser plus de gasoil pour finalement pêcher moins. C'est absurde d'un point de vue économique. On est dans un système, si on dépasse ce point de pêche durable, on est dans ce qu'on appelle la surexploitation et dans ce système d'inefficacité complète du système de production. Mais si maintenant on sort du raisonnement l'impact maximum pour l'impact minimum, est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux? Est-ce qu'on ne pourrait pas continuer à pêcher ce maximum avec moins d'impact, moins de baisse sur ma courbe verte? Et dès qu'on pose la question de cette manière-là, eh bien tout de suite les scientifiques disent mais depuis très longtemps on sait qu'on peut faire mieux. On sait qu'on peut faire mieux parce que sur cette courbe-là, on ne regarde qu'une seule chose, c'est la quantité de bateaux. Et on ne s'intéresse pas aux caractéristiques de ces bateaux. Et en particulier, une des grandes caractéristiques, il y en a d'autres dont je pourrais parler, mais je vais me centrer sur une seule, qui est quels engins utilisent-ils? Est-ce qu'ils capturent notamment des petits poissons ou des grands poissons? Est-ce qu'ils ont des maillages fins ou des maillages larges? Et la réponse, aujourd'hui, elle est... comme on ne s'est pas intéressé à diminuer l'impact, à minimiser l'impact, on a laissé les pêcheurs, en gros, faire ce qu'ils voulaient, pas tout à fait, mais quand même très largement. Et ils ont choisi des petits maillages. Et voilà le complément de la courbe sur ce que ça donne. Quand on a des petits maillages, vous avez à gauche un banc de poissons naturel dans la mer, en l'absence de pêche, dans une situation naturelle, en l'absence de pêche. Il y a plein de petits poissons dans la mer. Certains d'entre eux, pas tous, deviennent plus gros et font des gros poissons. Si on applique à ces poissons, si on commence à les pêcher avec des filets à petite maille, alors on va les attraper petits. Et lorsque la pêche devient un peu intense, on en attrape tellement petits qu'aucun d'entre eux n'a le temps de devenir gros. Donc on a dans les captures beaucoup de petits poissons, et dans la mer, il ne reste que les petits poissons qu'on n'a pas su pêcher. Quasiment aucun d'entre eux n'a le temps de devenir gros. Vous avez là un petit schéma qui représente ce que je vous ai montré dans l'Atlantique Nord, la pêche, avec des maillages dans le fond beaucoup trop petits, a conduit à ce que la quantité de poissons dans la mer soit en gros diminuée par 10. Et on s'est intéressé à la capture, on ne s'est pas intéressé à minimiser l'impact sur la ressource naturelle.
Si on commence à s'intéresser à la minimisation de l'impact sur la ressource naturelle, alors on va regarder les maillages, on va dire si j'ai des gros maillages, voilà ce qui se passe. Si j'ai des maillages beaucoup plus importants, je laisse tous les petits poissons dans la mer, ils vont s'échapper à travers le chalut. Et moi, je ne vais pêcher que les gros. Conclusion, je peux pêcher à peu près autant, un plus petit nombre de poissons, mais à peu près autant de captures, en laissant beaucoup plus dans la mer. Et ça, c'est la situation. Le stock de morues de mer du Nord, on admet aujourd'hui qu'on pourrait augmenter la capture de 20 ou 30%, et que dans le même temps, on pourrait laisser dans l'eau 5 fois plus de poissons qu'il y en a aujourd'hui. Ça paraît presque impossible. Quand je dis ça, on me dit, mais vous êtes trompé dans votre calcul. Mais non, le raisonnement, il est bien là. Si je laissais dans l'eau tous les poissons des âges 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, enfin peut-être pas 10 ans, mais que je commençais à les pêcher à 7-8 ans, eh ben, je n'aurais que des gros poissons. Et je laisserais tous les autres dans la mer et les impacts seraient beaucoup plus faibles. Autrement dit, voilà un exemple. Je veux pas, il est un peu technique, pardon, rentrer dans la technique, mais il montre quoi plus fondamentalement? Il montre que lorsqu'on repose la question d'une manière différente, eh ben oui, les scientifiques, mais dans le fond les pêcheurs, les acteurs de la pêche, ils savent pêcher autant en impactant moins. Si le problème n'est plus de se dire « Ah, je suis dans le territoire de la durabilité, je considère qu'aujourd'hui je suis dans la bonne limite », ce qui s'avère souvent a posteriori complètement faux. Si on dit au contraire, considérez-vous en permanence dans une situation d'inconfort, dans une situation dans laquelle vous devez diminuer votre impact, vous avez l'obligation morale, éthique de diminuer votre impact, alors il y a des marges de progression absolument phénoménales. On peut aujourd'hui, par exemple, changer tous les engins de pêche. Le chalut a des impacts massifs sur les fonds marins. C'est un engin qui dépense beaucoup de gasoil, qui détruit les fonds marins, qui a l'avantage d'être extrêmement pêchant. Mais c'est la solution de facilité. Ifremer commence à travailler sur des casiers à poissons. Le jour où les stocks se reconstituent, eh bien, on peut réellement avoir d'autres méthodes de pêche. Il faut utiliser des outils comme les aires marines protégées, faire de la gestion un peu fine, spatialisée, avoir des zones de protection là où c'est justifié pour avoir des zones d'exploitation là où on veut exploiter. Il faut remettre tous les processus d'innovation technologique, d'intelligence collective et d'engagement des acteurs autour de cet objectif-là. Comment je fais pour continuer à pêcher avec le moins d'impact possible. C'est une obligation morale. Nous sommes 7 milliards sur la planète, bientôt 9 ou 10 milliards. Nous n'y tiendrons pas si chacun ou si l'ensemble des sociétés ne rentre pas dans cette logique de minimisation des impacts. Pas pour pêcher moins dans le cas présent, hein, pour continuer à pêcher, mais pour mettre le progrès technologique et l'innovation au profit de cet impératif de minimisation des impacts. Dit encore autrement, ce que la pêche nous dit, et notamment si on essaye de généraliser vis-à-vis du changement climatique, c'est il faut passer de l'impact maximum admissible à la recherche permanente de l'impact minimum. Et la raison de ça, c'est une citation que j'ai remise là en anglais, mais qui se comprend bien. La raison de ça, c'est que quand on sait que le changement climatique arrive, le raisonnement qu'on doit avoir, c'est des ressources et des écosystèmes en bonne santé sont la meilleure garantie du fait qu'on saura s'adapter et résister aux impacts du changement climatique. Donc oui, la pêche, elle nous dit qu'on peut faire beaucoup mieux et c'est la meilleure façon de se préparer. Alors, deuxième révolution, la révolution économique et sociale. Là aussi, je pense qu'il faut changer de paradigme autour de l'idée que la question qui est posée, que la pêche illustre de manière absolument frappante, c'est bien celle de remettre l'économie à sa place. L'économie, aujourd'hui, elle est au centre du choix politique. Il faut remettre l'humain au centre du choix politique et remettre l'économie au service des humains et non plus les humains au service de l'économie. Dit encore autrement, le système dans lequel nous vivons, que vous l'appeliez capitalisme, ultralibéralisme, ou finalement les règles économiques du marché international aujourd'hui, tout notre monde économique aujourd'hui, est organisé autour de l'idée que ce qui est efficace en matière de production, en matière d'économie, c'est de rechercher la minimisation des coûts de production. Et très souvent, on assimile le progrès technologique à la réduction des coûts de production. Et souvent, y compris si ça se traduit par
des impacts humains sur l'emploi, sur la santé, ou sur la santé, oui, j'ai envie de dire générale de nos sociétés, pas seulement des travailleurs. Et il faut changer cette logique pour passer là, à l'inverse, à une logique de maximisation de l'utilité économique et sociale. Et ça, je pense que vraiment la pêche est, j'ai envie de dire presque à la caricature, une bonne façon de comprendre cette question-là. Voilà pour l'illustrer un exemple que j'aime bien. C'est l'exemple de la coquille Saint-Jacques dans la baie de Saint-Brieuc. La coquille Saint-Jacques, je pense que vous connaissez tous, on est dans la saison de la coquille Saint-Jacques en ce moment, ce sont des petites populations côtières et il y a un gisement de coquilles très important en France, dans cette baie de Saint-Brieuc, qui est aujourd'hui exploité par plus de 200 bateaux qui peuplent tous les ports dans la baie de Saint-Brieuc. Voilà. Il y a une vingtaine d'années, ce stock a connu une situation de surexploitation, comme je vous l'ai expliqué pour d'autres stocks. On avait trop pêché, le stock était en régression. Les pêcheurs se sont concertés, ils ont décidé de prendre leurs affaires en main. Et ils ont décidé qu'il resterait 200 bateaux autour de la baie de Saint-Brieuc. Mais pour rester 200 bateaux autour de la baie de Saint-Brieuc, ils ont dû faire des choix absolument drastiques, qu'aucun gouvernement, même une dictature, n'aurait su leur imposer, qu'ils ont décidé par eux-mêmes. Ils ont décidé de n'ouvrir la pêche que 6 mois par an. Dans ces 6 mois par an, de n'autoriser la pêche que 2 jours par semaine. Et dans chacun de ces 2 jours par semaine, écoutez-moi bien, de n'ouvrir la pêche que pendant 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure, 2 jours par semaine, 6 mois par an. Et en outre, ils ont décidé que chaque bateau ne serait équipé que de 2 dragues à coquilles, de taille réglementaire, avec un maillage réglementaire, et ne pourrait pas ramener lors d'une sortie plus de 100 kilos, essentiellement pour éviter, pour soutenir les prix et avoir des bons prix. Moyennant quoi, eh bien, 30 ans plus tard, on a toujours plus de 200 bateaux autour de la baie de Saint-Brieuc. On a une zone là où les ports bretons sont extrêmement vivants, qui derrière appellent, supportent une multi-activité touristique pendant l'été, font vivre pas seulement les constructeurs de bateaux, les vendeurs de coquilles, les marailleurs, etc., mais aussi le coiffeur, le garagiste et l'instituteur. Ils sont à la base de l'économie du territoire et de l'équilibre des territoires. D'autres pays, et je vous en ai mis une illustration là, ont fait d'autres choix. Le Danemark a décidé d'avoir des bateaux qui font 30, 40 mètres de long, qui sur chaque côté traînent 7, 8 dragues à coquilles, 14 ou 16 au total. Des bateaux comme ça, il en suffit de 2 dans la baie de Saint-Brieuc. Il en suffit de 2. Écologiquement, ils captureront la même chose. Du point de vue de la production, ils captureront la même chose. Alors ça fait l'objet de conflits, hein. C'est pour ça qu'il y a des bateaux là en train de brûler, parce que ça c'est plutôt du côté de la Normandie. Les bateaux à coquilles anglais qui n'ont pas les mêmes règles viennent concurrencer les Normands qui sont évidemment pas contents. Mais derrière c'est vraiment un choix économique. Alors évidemment, un certain nombre de mes collègues économistes disent mais enfin c'est beaucoup plus rentable d'avoir 2 gros bateaux qui tournent à plein régime que d'en avoir 200 petits qui ne tournent que quelques mois par an. Mais on est vraiment là au cœur de la question. On est au cœur de la question. C'est quelle est la place de l'économie et de quelle économie parlons-nous? Si on veut faire le raisonnement économique à l'échelle de l'entreprise, alors oui, incontestablement, il faut envoyer à la casse l'immense majorité des bateaux de la pêche française, et de la pêche de toute l'Europe du Sud en général, et faire le choix qui a été fait d'ailleurs par un certain nombre de pays, hein, les États-Unis, un certain nombre de pays de l'Europe du Nord, de privilégier une grande pêche industrielle. Ces grandes pêches industrielles, elles auront un taux de rentabilité qui sera très très supérieur au taux de rentabilité d'une petite pêche côtière. Mais si à l'inverse, on fait le raisonnement économique non pas à l'échelle de quelques entreprises privées, mais à l'échelle des territoires, c'est-à-dire qu'on inclut dans le raisonnement économique tous les emplois induits directs et indirects, mais aussi le coiffeur, le garagiste et l'instituteur dans le raisonnement économique. Alors, si on fait le raisonnement économique à l'échelle des territoires, il ne fait aucun doute que partout où c'est possible, il faut privilégier la maximisation de l'utilité économique et sociale, c'est-à-dire une petite pêche côtière qui a des retombées beaucoup plus importantes en termes d'aménagement du territoire. Et puis j'ajoute qu'il faut probablement même rajouter à ce raisonnement économique à l'échelle du territoire des valeurs non marchandes.
le club de foot qui fonctionne, la fierté des hommes de faire un métier qui est utile à tout le monde. Voilà, tout ce qui fait l'équilibre, j'ai envie de dire, jusqu'à l'aspect culturel des territoires côtiers. Et à ce moment-là, on ne peut pas laisser faire des raisonnements économiques à l'échelle simplement de quelques entreprises privées. La troisième rupture, la dernière, c'est la rupture citoyenne. Je pense, et beaucoup de gens évidemment avec moi, considèrent que les ressources et les écosystèmes marins sont des biens communs de l'humanité. Ce sont des biens communs de l'humanité. Ils n'appartiennent à personne, ou plutôt exactement, ils appartiennent à nous tous, ou peut-être ils appartiennent à la communauté des humains par délégation. En réalité, au départ, ils appartiennent à la nature. La nature n'étant pas une personne de droit juridique, n'ayant pas de statut juridique, par délégation, ce sont les humains qui doivent le gérer comme un bien commun de l'humanité. En tout cas, les poissons n'appartiennent pas aux pêcheurs, même quand ils sont pêchés. Les pêcheurs reçoivent de la communauté des humains le mandat d'aller les chercher dans la mer, et ils doivent, pour ce travail qu'ils fournissent en allant les chercher dans la mer, être rémunérés. Mais le poisson ne leur appartient pas, il appartient à tout le monde. Et il faut donc gérer en fonction de ces impératifs du bien commun. Alors ça, c'est une question difficile. Ce que nous dit aussi la communauté, le cas de la coquille Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc, c'est que lorsqu'il y a une petite communauté d'humains autour du bien commun, de la ressource qui est le bien commun. Dans le fond, cette petite communauté des humains, eh bien, elle forme ce qu'on appelle la communauté du bien commun, et elle sait gérer le bien commun, elle sait se donner les règles. C'est beaucoup plus compliqué lorsqu'on s'intéresse à des grands stocks européens qui sont répartis sur des échelles très, très, très vastes, qui migrent, qui se déplacent, qui ne peuvent pas appartenir ni à un groupe, ni même à un pays. Et à ce moment-là, la communauté du bien commun, elle est beaucoup plus difficile à mettre en place. Alors là aussi, ce que montrent probablement les pêches, c'est qu'il faut trouver le juste équilibre entre, d'un côté, une régulation par le pouvoir régalien, qui, je pense, à mes yeux, est absolument indispensable. Les nations sont les garants et doivent rendre compte devant la communauté des nations de la bonne gestion du bien commun. En Europe, on a beaucoup délégué à l'Europe. Les nations européennes ont délégué à l'Europe, c'est évidemment un débat. Dans l'état présent, c'est l'Europe qui est supposée ou qui essaye, et qui d'une certaine manière quand même fait des choses, d'assurer ce pouvoir régalien. Mais en même temps, ce pouvoir régalien qui est la garantie que le bien commun est réellement géré dans l'intérêt de la communauté des humains, ne peut fonctionner que si les acteurs sur le terrain créent communauté autour de leur bien commun, de leurs ressources propres. Les acteurs, ce sont les pêcheurs, mais ce sont aussi l'ensemble des autres acteurs. Aujourd'hui, dans le domaine des pêches, on a une particularité qu'on voit apparaître dans d'autres domaines, mais qui est très forte, et là aussi je pense que les pêches sont en avance, qui est que, y compris dans des structures tout à fait officielles, nationales, internationales, eh bien, on associe à la pêche les représentants des pêcheurs et les représentants des organisations non gouvernementales environnementalistes, les ONG environnementalistes. Puis ça débat, ça se passe pas toujours bien. Moi, je participe aujourd'hui à un atelier dit partenarial au niveau national où on met ensemble les Greenpeace et les communautés de pêcheurs. Voilà. Et bien sûr, ça débat. Mais de ce débat, finalement, sort eh bien, finalement, une mobilisation des communautés pour essayer de trouver des règles acceptables pour tous. Si on le regarde, et je finirai sur ces quelques idées, si on regarde, en fait, il faut bien comprendre les obstacles qu'on a devant nous. En fait, les bases de la bonne gestion des pêches ont été posées il y a maintenant presque un siècle. Et ça fait un siècle que les acteurs du domaine des pêches se battent, se mobilisent, avancent, reculent pour essayer de mettre en place une pêche plus durable. Il y a eu des avancées, mais elles sont encore très partielles, très lentes. Et du coup, il est évidemment très intéressant de s'interroger sur les obstacles. Et je parle dans mon bouquin de ce que j'appelle les forces étranges du déclin. Les forces étranges du déclin, c'est finalement ces forces qu'il faut vaincre pour arriver à créer cette gestion du bien commun. J'en cite 5. La première, et alors là aussi, je pense que ce que la pêche nous montre a une portée beaucoup plus générale. La première, c'est l'individualisme.
Dans beaucoup de domaines, depuis Guizot, enrichissez-vous, on a pensé que l'enrichissement de chacun menait finalement à l'enrichissement de tous. La pêche montre que si chacun a un plus gros bateau et se met à avoir plusieurs bateaux, ça nous entraîne vers la ruine pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est ça qui crée la surexploitation généralisée. Il n'y a pas d'avenir durable sans règles communes adoptées, partagées et appliquées par la communauté et qui l'emporte sur l'individualisme de chacun. La deuxième contrainte, c'est le long terme. On dit souvent, les ministres reviennent du Conseil des pêches en disant « j'ai fait un arbitrage entre les considérations économiques et les considérations écologiques et c'est pour ça que j'ai pas suivi l'avis scientifique et mis les quotas plus haut que le disaient les scientifiques ». C'est un argument qui est totalement mensonger. On montre très facilement que c'est les stocks qui sont en bon état qui permettent les pêcheries les plus profitables. Et la Banque mondiale, tous les ans, dit on perd des milliards de dollars parce que la pêche n'est pas assez écologique. Donc, l'écologie va de pair avec l'économie dans le domaine de la pêche. Ce qui ne va pas ensemble, c'est le court terme et le long terme. Si on décide de tout pêcher aujourd'hui pour soi-disant répondre à la crise économique d'aujourd'hui, alors on compromet complètement l'avenir. Il n'y a pas de durabilité si les visions de long terme l'emportent pas sur les visions de court terme. Le troisième obstacle, la troisième force étrange du déclin, c'est évidemment la démagogie. Le secteur des pêches est un petit secteur où on a vu ça peut-être encore plus qu'ailleurs. Chaque fois qu'il y a eu une crise, chaque fois que les pêcheurs ont occupé tel atelier de marée à Rungis ou bloqué tel port, la réponse des pouvoirs publics, malheureusement trop souvent, a été de donner des subventions. Et en donnant ces subventions, eh bien, on a alimenté, nourri la surpêche. On a permis à ce que plus de bateaux et plus d'impact, et finalement, on a creusé la tombe des pêcheurs. Donc oui, il y a des fois des décisions politiques à prendre à court terme qui peuvent être difficiles, compliquées, qui demandent du courage politique, qui peuvent mériter à un moment donné un accompagnement. On accompagne des pêcheurs dans une période de crise économiquement, ça me pose pas problème. Ce qui me pose problème, c'est quand on le fait sans en même temps résoudre le problème à long terme ou au contraire en nourrissant les problèmes sur le long terme. Et puis alors j'en ai parlé, la vision ultralibérale qui malheureusement est à mes yeux beaucoup trop dominante en Europe, et ben c'est une vision dans laquelle on fait de la pêche un secteur comme un autre qui doit gagner beaucoup d'argent, qui doit d'abord être rentable, et ça se fait au détriment des territoires, au détriment des hommes, au détriment de l'économie du littoral, et je pense que c'est profondément évidemment dommageable. La pêche, elle nous dit ceci, je pense aussi. Si on admet que nous vivons dans un monde aux ressources finies, c'est le cas de la pêche, alors partout, la question qu'il faut se poser, c'est pas comment quelques-uns gagnent le plus d'argent possible avec ces ressources, comment quelques-uns captent la rente économique liée à ces ressources limitées. C'est réellement la question qui est posée, c'est bien comment on maximise l'utilité économique et sociale des biens que nous produit la nature ou de ce qu'on peut tirer de la nature. Et puis enfin, le dernier obstacle, c'est cette vision productiviste qui consiste à penser que lorsqu'il y a des problèmes, eh bien, c'est en produisant toujours plus et en se lançant dans une course effrénée à la solution uniquement technologique ou technique qu'on va résoudre la question. Aujourd'hui, il faut réellement, je pense, mettre la recherche, mettre l'intelligence collective, mettre l'innovation à disposition ou la mobiliser pour un objectif qui n'est plus de produire plus, mais qui est de produire mieux avec moins d'impact. Voilà, alors derrière, à l'inverse, on avance et la pêche a commencé à avancer. En Europe, les stocks commencent à se reconstituer. Et on commence à avancer quand on s'aperçoit qu'il n'y a pas l'un ou l'autre des éléments que je cite là, mais lorsqu'ils sont tous là, tous à la fois.
On a besoin de tous à la fois. Il faut de l'expertise scientifique. Si on n'a pas la connaissance des systèmes sur lesquels on peut agir, alors on est impuissant. Il faut que les acteurs en particulier aient accès à la connaissance et la formation. Il y a des chantiers énormes à ouvrir pour former les pêcheurs, mais plus généralement pour former l'ensemble des acteurs de la mer et peut-être au-delà sur les enjeux, si on veut en faire des acteurs à la fois responsables et efficaces. Il faut derrière, une fois qu'ils ont la connaissance, la formation, qui s'implique. On ne fera pas sans eux, on ne fera pas de la pêche durable sans les pêcheurs. Et je pense que c'est vrai bien évidemment dans beaucoup d'autres domaines. Mais l'histoire des pêches montre aussi qu'il ne suffit pas des acteurs. Ce serait une vision beaucoup trop naïve d'imaginer qu'il suffit qu'ils aient leur connaissance. Ils ont besoin, on a besoin de la régulation de l'État parce que c'est l'État qui est le garant quelque part, ou qui doit être le garant du bien commun. Et puis enfin, je fais partie des scientifiques qui pensent que l'engagement de tous, des scientifiques notamment, mais plus généralement des citoyens, est absolument nécessaire en tant qu'acteurs, mais parce que finalement, c'est aussi eux qui ont la responsabilité de comment se fait la régulation de l'État au bout du compte. Je dis souvent, les citoyens peuvent agir comme acteurs, comme consommateurs, comme acteurs, mais ils sont aussi des citoyens et ils doivent agir aussi par leur vote. Voilà, élément de conclusion pour dire que je pense que vous l'aurez compris, à mes yeux, une révolution dans la mer, elle est absolument nécessaire, indispensable. Elle est possible, on sait en gros dans quelle direction il faut aller. Elle est possible aussi en termes d'advenue, mais elle n'est pas certaine en termes d'advenue, elle reste incertaine et elle dépend beaucoup de la mobilisation des acteurs. Voilà, je vous remercie et évidemment, je serai très heureux de répondre à vos questions. Merci beaucoup, monsieur le professeur. J'ai pu tout écouter quasiment, sauf les 2 premières minutes. C'était tout à fait passionnant. Je vois que déjà Casimir a levé la main. Je vais lui passer tout de suite la parole. Je t'en prie, Casimir. Merci Bertrand et merci à notre intervenant. Alors je suis vraiment néophyte dans le domaine, donc j'ai écouté attentivement. Et une question me vient à l'issue de votre exposé, notamment parce que la deuxième partie, qui est un petit peu plus optimiste, m'a beaucoup intéressé. Et je me demandais si cette possibilité finalement de repeupler les océans, d'arriver à une pêche qui soit une pêche raisonnable et protégeant notre écosystème et donc l'avenir des poissons et de ce secteur, ne risque pas quand même d'être... Ces efforts-là, pardon, ma phrase est un peu longue, est-ce que ces efforts-là qui sont possibles ne risquent pas malgré tout d'être anéantis par les conséquences du réchauffement climatique dont vous avez parlé en début d'exposé? Alors, non, mais c'est une excellente question parce qu'elle se pose exactement comme ça, exactement dans ces termes-là. Et je vais l'illustrer simplement pour que ça soit plus concret par un seul exemple, qui est un peu notre exemple emblématique, celui qu'on recite toujours dans le domaine, je l'ai d'ailleurs déjà plusieurs fois cité, c'est la morue de mer du Nord. La morue de mer du Nord, c'est un poisson qui a été longtemps un poisson très très important dans l'écosystème. C'était le prédateur supérieur qui régulait l'écosystème. C'était un poisson très très important dans les pêches, première capture en valeur, etc. Ce poisson a été énormément surexploité et est devenu surexploité dès les années 60. Et les populations de morue de mer du Nord ont été divisées comme les autres stocks dont je vous ai parlé, et largement par 5 ou par 10. Et on est tombé à des niveaux extrêmement faibles à la fin des années 90. Et la fin des années 90, c'est le moment où toutes les pêches européennes sont en crise pour des raisons de surexploitation et où en réalité le politique commence à se décider à vraiment prendre des mesures. On met en place des quotas, on commence à suivre un peu mieux les avis des scientifiques. On arrête de subventionner massivement la construction de nouveaux bateaux alors même qu'on sait qu'il y en a déjà trop. Voilà, des mesures commencent à se mettre en place. Et le stock de morue a commencé à se reconstituer et jusque, je dirais, il y a encore 5-6 ans, on est extrêmement optimiste et on montrait ça comme l'exemple du stock. L'histoire réussit, l'histoire d'un stock qu'on arrive, malgré un niveau de surexploitation très très important, à reconstituer, avec de nouveau des abondances, des quantités de poissons dans la mer qui ont été remultipliées par 2, par 3, enfin de manière assez spectaculaire, hein, assez spectaculaire. Et au moment où on commençait, alors tous les ans on disait ça y est, le stock de morue arrive dans ce qu'on appelle la zone verte, la zone de la pêche durable, celle où malgré ce que j'ai dit, les acteurs essayent de croire qu'on est dans le territoire de la durabilité.
et bien tout d'un coup, le changement climatique a commencé à faire sentir ses effets. Il se trouve que les morues peuplent tout l'Atlantique Nord, depuis la mer du Nord quasiment jusqu'au pôle Nord, jusqu'à la limite des glaces. Le stock de la mer du Nord, c'est le stock le plus au sud. C'est le stock le plus au sud. Ça doit être au nord. Ça s'appelait mer du Nord, c'est le stock le plus au sud. Et donc, les eaux de la mer du Nord, clairement, sont devenues trop chaudes. Et on a vu que les zones de reproduction de la morue qui étaient sur les côtes néerlandaises au sud de la mer du Nord, eh bien, il n'y avait plus de reproduction. C'était trop chaud. Les quelques morues qui peuplent encore la mer du Nord, elles se reproduisent dans le nord de la mer du Nord. Et on sait que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on n'a pas la date exacte, mais la morue va redisparaître. Donc les stocks sont repartis à la baisse et ils ont de nouveau été redivisés par 2. Donc oui, on est vraiment sur cette thématique-là en pêche, là où on a tous eu l'impression en tant que scientifiques que ça y est, il commençait à y avoir des progrès. Il y en a eu d'autres, hein, des success stories, il y en a pas mal. Et tout d'un coup, pour pas tout, pas partout, mais pour un certain nombre de stocks, tout est remis en cause par le changement climatique. Alors, la conclusion qu'on en tire, c'est pas tant pis, tout est foutu, il n'y a plus rien à faire. Enfin, sinon, on ne serait pas des humains, d'ailleurs, d'une certaine manière. J'ai envie de dire, les humains, ce qui les caractérise, c'est qu'ils se battent dans toutes les situations. Mais en tant que scientifique, ce qu'on en tire comme conséquence, c'est il faut quand même gérer. D'abord, tous les stocks ne sont pas menacés en mer du Nord comme la morue. Heureusement, il y a des poissons à affinité d'eau plus chaude. Il y en a quelques-uns aussi qui se tendent à se développer. On en gagne moins qu'on en perd, mais il y en a quelques-uns qui se tendent à se développer. Et la meilleure des réponses qu'on peut avoir, c'est de gérer au mieux les populations qui restent et qui ne sont pas trop affectées par le changement climatique. Essayons d'avoir l'écosystème dans le meilleur état de santé possible pour aborder le mieux possible le changement climatique. Pour la morue, c'est probablement trop tard. Mais pour la plie, c'est peut-être pas trop tard. Pour le taco, c'est peut-être pas trop tard. Pour le merlu, c'est peut-être pas trop tard. Donc pour tous les autres, il est urgent d'avoir des populations en bonne santé qui seront, j'ai envie de dire, excusez-moi l'expression, mais plus costauds quand le changement climatique va vraiment déployer tous ses effets. D'accord, merci beaucoup. Alors, François a levé la main, ensuite Guillaume. Oui, merci. Merci Didier. C'était une synthèse tout à fait remarquable. J'aurais des remarques même d'autres scientifiques, on n'en parlera pas ici, sur les maillages, etc., mais c'est un autre problème. Mais je voudrais parler de ta diapositive 28, la première sur la rupture citoyenne, avec les cinq problèmes que pose cette révolution. Parce qu'on se trouve à l'heure actuelle un petit peu devant deux acteurs qui sont, j'ai l'impression, des deux côtés en dehors de tes propositions. Il y a d'un côté l'Union européenne dont tu parles, qui gère les stocks, mais qui ne se préoccupe pas des sociétés. On a vu par exemple cet énorme chalutier hollandais construit à Brest, etc., qui probablement n'abîmera peut-être pas le milieu, mais qui va sérieusement poser des problèmes sociaux. Bon, alors, il y a ce problème-là où on dit on fait une bonne gestion, mais avec une vision quand même ultralibérale qui est donc très problématique. Et puis de l'autre côté, il y a les gens comme Sea Shepherd, par exemple. Je me souviens avoir resté pantois devant une suggestion de Paul Watson qui dit il faut arrêter la pêche. On n'a qu'à être végétarien. Dès qu'on touche à l'eau, c'est un peu ce que tu disais, pas d'homme, pas de problème. Et donc, on se retrouve d'un côté avec deux formes de démagogie, disons, d'une part, une démagogie productiviste qui est celle de l'Union européenne, et d'autre part, une démagogie écologiste qui est celle de ces ONG. Et tout ça, ça attire quand même beaucoup de monde. Donc, tes cinq critiques, ils n'en tiennent absolument pas compte. Disons, j'aimerais te poser la question de façon je pense. Vas-y, oui, tu as. Si demain on te disait, bon, tu es ministre de la Pêche, quelles seraient tes premières dispositions? Alors ça fait beaucoup de questions, mais je vais essayer d'y répondre quand même. Le problème de l'Union européenne, à mes yeux, c'est pas tant qu'elle est l'Union européenne, elle a probablement un problème de légitimité démocratique dans sa construction, mais là, voilà, c'est un débat qui est très très large. Si on focalise un peu plus sur la pêche, le problème à mes yeux de l'Union européenne, il y en a deux. Le premier, c'est que
incontestablement, c'est la vision libérale de ce que doit être la pêche qui prédomine dans les choix de la politique européenne des pêches. L'Europe, elle est construite sur cette idée qu'on régule la pêche pour qu'elle soit rentable. Et donc, toutes les mesures au départ, alors maintenant, sous la pression, je dirais, l'Union européenne met un petit peu d'eau dans son vin, mais quand même, globalement, la veine générale, c'est une politique qui favorise les gros bateaux ou laisse de côté les petits bateaux et donc est très bénéfique à la pêche industrielle. Donc ça, c'est vraiment le côté ultralibéral. Les pêcheurs français, hein, lorsqu'on discute avec eux, sont dans leur grande majorité persuadés que l'Europe veut les faire disparaître. Et alors, on se dit au début, bon, ils ont une vision un peu simpliste, l'Europe ne veut pas les faire disparaître, elle veut simplement gérer bien les stocks de poissons. Beaucoup de mes collègues scientifiques sont sur cette longueur d'onde-là, mais non, n'exagérons pas, l'Europe ne veut pas faire disparaître les pêcheurs, elle veut juste bien gérer les ressources et les écosystèmes. Mais si, en réalité, les pêcheurs ont un peu raison, parce que effectivement, la vision libérale, c'est bien qu'on fait disparaître beaucoup de petits pêcheurs et qu'on met quelques gros à la place. Et donc, voilà. Alors, du coup, le deuxième inconvénient de l'Europe, c'est bien que c'est une démarche, pour le coup, totalement technocratique qui n'associe rigoureusement pas les acteurs. C'est une démarche top-down. Enfin, moi, je vois bien, je suis dans un conseil scientifique européen où on rediscute des quotas de pêche. Mais même moi, je n'arrive même pas à comprendre comment ils ont été calculés, pourquoi, par qui, comment, etc. Alors, c'est monté par différentes commissions, ça arrive jusque dans notre conseil, nous, on n'y comprend pas grand-chose. Et derrière, il y a les politiques qui descendent et ça redescend sur les pêcheurs qui, à la fin, ne comprennent rien à rien. Enfin, ils sont pas du tout copropriétaires au sens intellectuel du terme de la bonne gestion de la ressource. Et pourtant, ils devraient en être les premiers bénéficiaires. Donc voilà, je pense qu'on a les deux. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question sur l'Europe. Sur les ONG, je pense qu'il faut vraiment faire le tri. Il y a quelques ONG, si Schaeffer en est une, qui clairement sont sur des positionnements qui sont... oui, la meilleure façon de résoudre le problème de la pêche, c'est de la faire disparaître. Et comme je l'ai dit, alors si on les suivait, la meilleure façon de résoudre le problème de l'homme serait de le faire disparaître. On est bien d'accord. C'était d'ailleurs, vous avez peut-être entendu parler, il y a eu une polémique ces derniers jours à propos d'un film très provocateur qui est sorti, qui s'appelait Seaspiracy, qui était sur ces thèmes-là. Résolvons les problèmes de la pêche en devenant tous végans. Ce qu'il faut savoir, c'est que même un film comme ça a fait l'unanimité contre lui, évidemment toutes les organisations de pêcheurs, mais aussi de tous les scientifiques, y compris certains qui étaient des très grands défenseurs de la conservation. Mon ami que tu connais, Daniel Poli, considéré comme un scientifique par certains beaucoup trop écolo pour être crédible, a fait une critique extrêmement virulente de ce film-là en disant « Moi, ça fait des décennies que je me bats pour la pêche durable. La pêche durable, il y a des pêcheurs et il y a des consommateurs de poissons. Donc, le jour où il n'y a plus que des végans, il n'y a plus de pêcheurs, il n'y a plus de consommateurs des poissons. Et du coup, il n'y a plus personne qui s'intéresse aux vivants dans l'océan. Et c'est la mort de l'écologie. Et toutes les grandes ONG nationales... françaises ont été dans le même sens. Donc oui, moi je pense qu'il y a un dialogue possible qui doit associer les pêcheurs à une partie des ONG. Une partie des ONG, celles qui veulent réellement, sincèrement, agir pour la pêche durable. Tous, ils ne sont pas d'accord, bien évidemment. Mais c'est bien ça qui est intéressant, de les mettre en confrontation. Et d'ailleurs, avec le recul, tu connais bien le cas du thon rouge de Méditerranée. Le cas du thon rouge de Méditerranée, c'est ce stock qui a été très, très, très surpêché. Il y a eu des grandes campagnes médiatiques menées par Greenpeace sur le thème « Le thon rouge va disparaître ». Les scientifiques ont dit « Bon, Greenpeace, vous exagérez, il n'est pas menacé de disparition. » Mais enfin, c'est vrai quand même qu'il est très, très, très surpêché. Ces campagnes ont conduit à ce que des mesures radicales soient prises, mesures radicales de gestion de la pêche, avec comme résultat très spectaculaire que ce stock aujourd'hui est en pleine reconstitution. Il est redevenu à des niveaux très très élevés. Conclusion de l'histoire, Greenpeace n'a pas sauvé le stock de thon rouge, il n'était pas menacé. Greenpeace a sauvé les pêcheurs de thon rouge. Et ça, aujourd'hui, tous les scientifiques le reconnaissent et les pêcheurs le reconnaissent. J'ai entendu il y a quelques mois les représentants professionnels
de la pêche de thon rouge, dire « Ah ben oui, il faut bien reconnaître que finalement, c'est grâce à Greenpeace qu'on s'est mis à pêcher de manière un peu plus durable. » Donc voilà, donc je crois ça. Alors, dernier élément de ta question, qu'est-ce que je ferais si j'étais ministre? Allez, je vais pas tout dire, j'ai pas un programme tout prêt, hein, je te rassure, mais je dirais simplement une chose. J'essaierais de développer ce qu'on appelle dans le domaine la gestion par flottille. C'est assez simple à comprendre. La gestion par flottille, c'est vous prenez une flottille, les chalutiers, 24 mètres, tels qu'ils sont à Lorient, voilà. Et puis, on essaye sur cette flottille de faire le bilan de tous les impacts écologiques de cette flottille. Impact sur la ressource, impact sur les fonds marins, est-ce qu'ils capturent ou pas des mammifères marins, des oiseaux, etc., etc. On essaie de faire le bilan de toutes leurs performances économiques et sociales. Est-ce qu'ils créent de l'emploi? Est-ce qu'ils payent bien leurs marins? Est-ce qu'ils contribuent à la vie du territoire? Est-ce qu'il y a une bonne valorisation économique, etc. Et on fait ça pour toutes les flottilles. Et une fois qu'on a fait ça pour toutes les flottilles, alors l'idée, c'est pas forcément de couper la tête des méchants, ça, c'est pas l'idée, mais l'idée, c'est de dire, ça permet de repérer les bonnes pratiques, ça permet de les généraliser, ça permet de mettre en place des politiques incitatives. Allez, on va vous donner un peu de plus de quotas si vous améliorez tel indicateur sur lequel vous êtes mauvais. Et ça peut être extrêmement efficace. Moi, je connais le cas des pêcheries de légine dans les terres australes françaises, qui avaient un gros problème parce qu'ils capturaient des oiseaux d'espèces marines qui étaient des espèces protégées. On leur a dit, on va vous donner des bonus de quotas, ou plutôt on va vous diminuer votre quota chaque fois que vous pêchez un oiseau, chaque fois que vous attrapez un oiseau. Ça leur coûtait très très cher. En 5 ans, ils ont résolu le problème. Ils ont changé leur pratique de pêche, ils ont changé leur méthode. On a divisé par 1000 le nombre de poissons, d'oiseaux d'espèces sensibles qui étaient tués. Donc, voilà un exemple. C'est les pêcheurs qui font, c'est eux qui savent faire. La puissance publique, elle est là pour trouver les règles qui soient incitatives, qui poussent le système, qui créent de l'innovation et qui amènent le progrès à la fois technologique, écologique et social. Guillaume, je t'en prie. Merci pour cette excellente conférence. Alors, justement, je vais continuer la question. Vous parlez à un moment, vous trouvez mes notes, vous parlez dans votre partie sur l'écologie, du changer le mode de pêche et donc remettre au profit de l'innovation au profit de l'humanité et directement donc de la pêche. Sauf qu'en fait, je pense que vous oubliez, alors je ne sais pas si c'est un oubli ou si vous y avez pensé, mais juste pas énoncé, quid de l'effet rebond? C'est-à-dire qu'à chaque fois, et un cas qui me vient assez spontanément, c'est les moteurs thermiques. On a fait des moteurs de plus en plus puissants qui consommaient de moins en moins. Sauf que là où on s'est dit, la logique aurait voulu que, tout simplement, on se dise, les moteurs consomment de moins en moins, on va garder la taille du moteur, on va juste compresser les voitures qui consommeront moins au final. Non, on a fait des voitures de plus en plus grosses. C'est le cas du SUV. Alors justement, quid de l'effet rebond? C'est-à-dire que si on fait si l'innovation se retrouve être mise au profit de tout ça, est-ce que justement, on ne va pas se retrouver à continuer cette course, cette folle course cette fuite en avant d'un capitalisme qui, de toute façon, ira toujours vers plus de débridation et revenir, donc on revient à la question de Casimir et indirectement celle de François. Alors, je vais commencer par répondre de manière un peu provocatrice. Mais bien sûr, on va continuer à courir. On sait faire que ça. Enfin, et d'ailleurs, la fameuse nature à l'équilibre, elle-même, elle n'existe pas. Enfin, le monde entier, depuis la création de la planète, est en évolution permanente et nos sociétés sont en évolution permanente. Votre question, ce qu'elle m'amène comme première réflexion, c'est bien, il n'est pas vrai qu'il existe un territoire de la durabilité qui serait quelque chose de stable, dans lequel il suffirait d'arriver et de s'installer confortablement pour se dire « ça y est, nous sommes arrivés au développement durable ». Moi, je ne vous le cache pas, dans le fond, à bien y réfléchir, cette histoire de développement durable, j'aime pas trop, parce que ça a l'air de dire qu'il y a soit du durable, soit du pas durable. C'est une vision très, très blanc-noir de la chose. Et c'est une vision très statique de la chose. C'est-à-dire que forcément, les choses évoluent. Donc forcément, chaque fois que nous résolvons des problèmes, nous en créons des nouveaux. Et c'est la nature de la nature, si j'ose dire, et des humains peut-être au sein de la nature, que de toujours se recréer, se réinventer et des problèmes et des solutions. Alors, bon, ça c'est un premier élément de réponse. Deuxième élément, autrement dit, quand
même moi, ça peut m'arriver de dire oui, on a rompu l'équilibre, là il y a un problème, etc. Mais non, l'équilibre, il a jamais existé en réalité, il n'a jamais existé. Deuxième élément de réponse, oui, quand même, vous avez raison. Effectivement, si on raisonne à l'échelle d'un bateau en disant on va raisonner ses problèmes, on va réduire ses problèmes, on va réduire son impact écologique, et puis qu'après, il y a plus de bateaux et on n'a pas résolu le problème. Mais ce que vous dites renforce ce que je prétends, à savoir que les régulations, elles doivent se faire à la fois à l'échelle individuelle, mais elles doivent considérer l'échelle collective. C'est-à-dire qu'en matière de pêche, on sait qu'il faut à la fois diminuer la pression de pêche de chacun, peut-être que 3/4 d'heure par jour, 2 jours par semaine, hein, pour reprendre l'exemple que j'ai donné, mais je ne l'ai peut-être pas dit, ça commence en amont de ça par dire qu'il n'y a que 200 bateaux et qu'on ne va pas en mettre 300. Parce que si effectivement chacun fait des efforts, mais qu'on en met 300, 500, 1000, on n'a rigoureusement pas résolu le problème. Donc ce que j'essaie de vous dire, c'est que la pêche, c'est vraiment ce secteur qui dit que rien ne se fait si l'individu, on n'arrive pas à changer la façon dont il travaille, dont il pêche, son mode de pêche, son engin. Mais donc l'échelle individuelle est absolument indispensable. Si on ne mobilise pas les acteurs à l'échelle individuelle, on n'arrive à rien. Mais ce que ça nous dit aussi, c'est que rien ne sert de dire aux individus changez, tout ira bien, s'il n'y a pas en parallèle des régulations collectives qui regardent des impacts cumulés de la collectivité et qui limitent l'impact de manière collective. Donc, si on fait des voitures moins polluantes, eh ben, ça n'a pas de sens si dans le même sens, on ne trouve pas la mesure pour limiter le nombre de voitures d'une certaine manière et peut-être même dans certains cas de le diminuer. Voilà. Donc, moi, c'est vraiment une des choses qui m'a intéressé dans le cas de la pêche. C'est cette complémentarité qui est intrinsèquement indispensable entre les échelles individuelles et globales. Comme je dis souvent, moi, le penser local, c'est le penser global, agir local, j'aime pas. J'aime pas. Moi, j'aime bien le agir local, agir global. Penser local, penser global. On a besoin des deux échelles, aussi bien pour penser que pour agir, d'ailleurs. Et si on fait que l'un des deux, ben, on est forcément impuissant. Donc, je ne fais pas partie des écologistes qui disent replions-nous chacun dans notre yourte et on aura la solution. Hein. Je fais partie des gens qui disent si les citoyens ne se saisissent pas des régulations collectives jusqu'au niveau des États intergouvernementaux et l'Europe, alors les changements individuels, ils ne servent à rien. Oui. François, tu voulais parler? J'avais une question à poser sur ce mail, comme tu veux. Non, mais pose-la, je poserai ma question après. Oui, c'est à partir de ce que vous venez de dire, justement. Toute la question, c'est d'articuler les différents niveaux. Parce qu'on comprend bien le bel exemple de Saint-Brieuc. On voit que ça peut effectivement se faire. Mais dès qu'on passe, on comprend bien l'intervention de l'État et son côté régulateur ou planificateur éventuellement. Mais après, ça devient quand même beaucoup plus compliqué. Puisque là, effectivement, c'est un problème national, européen et mondial, puisqu'on parle d'océan, de mer, la mer du Nord, etc. Donc, on voit que le niveau européen fonctionne selon des critères qui ne sont pas acceptables par rapport aux problèmes qui se posent. Au niveau mondial, c'est encore plus compliqué. Quel serait le bon mode de régulation ou de planification au niveau européen? Alors, non, mais ça, c'est une question qui est très intéressante et qui, moi, m'a beaucoup intéressé parce que je pense qu'en dernière analyse, ça ne fonctionne pas lorsque les échelles ne sont pas les mêmes. Si l'échelle de l'écologie, l'échelle de la gouvernance, l'échelle des sociétés humaines ne sont pas les mêmes, alors ça ne fonctionne pas. Et donc, ce que nous montre, je reviens à mon exemple emblématique de la baie de Saint-Brieuc, l'exemple de la baie de Saint-Brieuc, c'est très facile. Parce que l'échelle de l'écologie, c'est une petite population de coquilles Saint-Jacques qui est là dans la baie, qui vit toute seule, qui se reproduit. C'est celle-là, elle s'écroule ou elle ne s'écroule pas. Elle s'en fiche de ce qui se passe dans la baie d'à côté ou de ce qu'on fait. Voilà. Elle est d'une certaine manière relativement autonome.
Bon. Et les pêcheurs qui sont autour de la baie de Saint-Brieuc, eh ben, c'est tous des Bretons qui se connaissent, qui sont capables de se rencontrer, de se mettre autour d'une table, de s'engueuler un bon coup, et puis finalement de se mettre d'accord. Et des exemples de ce type-là, il y en a plein. C'est-à-dire que ce que ça nous dit, c'est que lorsque les échelles de l'écologie sont petites, alors les communautés du bien commun, les communautés humaines du bien commun, se structurent assez facilement, s'approprient intellectuellement la ressource et sa durabilité et se donnent des règles. Et elles se font appuyer, c'est elles qui vont chercher les scientifiques, qui vont chercher l'administration en disant on s'est mis d'accord, est-ce que vous pouvez faire une loi qui dit que ce sur quoi on s'est mis d'accord, c'est la loi? Voilà, donc ça fonctionne très bien. L'Europe, c'est compliqué parce que justement, l'Europe, elle s'est retrouvée dans cette situation d'avoir à gérer les grands stocks européens qui regroupent des pêcheurs à des échelles très très grandes. C'est pour ça que globalement, l'Europe a fait beaucoup plus mal que d'autres grands pays industriels. L'Europe a pris 20 ans de retard sur les États-Unis, sur le Canada, sur l'Australie, sur le etc., parce que l'échelle régalienne, elle n'était pas là pour réguler, qu'il a fallu attendre très longtemps pour que la bureaucratie européenne, à la fois ait réellement un pouvoir délégué par les États, qui a été de plus en plus délégué, se mette d'accord, et finalement, une fois qu'elle l'a fait d'une manière très très bureaucratique, avec une déperdition terrible. Un des grands problèmes de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, même quand elle prend des mesures qui, je vais le dire comme ça, sont probablement bonnes du point de vue de l'écologie, beaucoup plus disputables du côté de l'économique et du social, de toute façon, sont quand même très inopérantes, où il y a beaucoup de déperditions parce qu'elles ne sont pas comprises et appropriées par les acteurs. Donc la question, elle est comment on remet, et en même temps, c'est quand même à cette échelle-là qu'il faut intervenir. Le stock de morue de la mer du Nord, il se promène partout en mer du Nord, on ne peut pas se dire c'est les pêcheurs de Boulogne, ils vont faire une gestion et ceux de Liverpool vont faire une autre. Hein. C'est pas possible. La bonne nouvelle, je pense, c'est que en réalité, on s'aperçoit que les communautés humaines sont en train de s'organiser à des échelles plus importantes. Je dis dans mon bouquin, il me semble qu'il y a deux changements qui paraissent imperceptibles, mais dont on n'a pas encore vraiment compris toutes les conséquences qu'elles peuvent avoir. La première, c'est l'irruption, qu'on s'en félicite ou qu'on s'en désole, peu importe, mais c'est un fait, c'est l'irruption de l'anglais comme langue internationale d'échange. Aujourd'hui, n'importe quel pêcheur de n'importe quel port, il sait parler au moins un peu anglais, et certains d'entre eux très très bien parce qu'ils ont voyagé, et il sait décrocher son téléphone pour aller appeler un collègue à l'autre bout du monde. Donc, il y a ça, et puis il y a les réseaux sociaux. Et donc, c'est vrai qu'on voit aujourd'hui se créer des associations de pêcheurs internationales, des associations d'ONG, d'ailleurs aussi internationales. Donc, on sent qu'il y a une irruption des acteurs qui peuvent faire communauté de biens communs à des échelles beaucoup plus importantes. Et donc, moi, je crois que la responsabilité de l'Europe est derrière la responsabilité des États qui, quand même, sont quand même ceux qui devraient piloter l'Europe, c'est de favoriser, d'accompagner ce mouvement, de lui donner, de créer ces communautés de biens communs et de créer cet équilibre entre le pouvoir régalien par des élus et le pouvoir par les acteurs à qui on délègue. Voilà. L'Europe, elle devrait aujourd'hui dire les objectifs de la gestion des pêches à 5 ans, à tel endroit, c'est ça. On veut que tel stock soit remonté à tel niveau, on veut que, etc., etc. Comment on fait? Débrouillez-vous. Trouvez les meilleures solutions. C'est vous les pêcheurs qui allez savoir faire. Discutez avec les ONG, discutez avec les acteurs, et puis décidez s'il faut moins de bateaux, plus de bateaux, des plus grands maillages, des plus petits. Est-ce qu'on arrête de pêcher la nuit, le dimanche? Est-ce que c'est vous qui décidez ça? Ce qu'on veut, c'est un objectif parce que la quantité de poissons dans la mer, la biodiversité, c'est du bien commun dont les États sont les garants. Très bien, oui, je vous remercie beaucoup. François, tu voulais réintervenir, je t'en prie. Oui, merci. C'est un peu dans la suite de ça. En fonction de mon expérience, j'ai été pendant je sais pas 10 ans expert européen pour les pêcheries du Pacifique Sud, les pêcheries offshore, le chinchard essentiellement, des choses comme ça. Et là, je suis tombé en pile sur l'autre côté du bien commun, c'est-à-dire le bien commun océanique, dans lequel pratiquement tout ce qu'on pouvait raconter, les gens s'asseyaient un peu dessus parce que de toute façon, les Chinois venaient, que c'était des eaux internationales, que le problème du bien commun était complètement éliminé, et donc on avait le sentiment de pédaler dans le vide, quoi.
une autre expérience que j'ai eue, et c'est pour ça, après que je vais te poser ma question, c'est que j'ai été une fois à ta place là, à faire un exposé à l'ANA sur l'écologie, et on m'a posé la question, bon d'accord, tout ça c'est très bien, mais comment dans la pratique, au niveau international, on peut agir pour que des lois sur l'écosystème, des règlements, une amélioration soit faite. Et j'ai été un peu sec pour répondre, parce qu'effectivement, face à cette absence de vision d'un commun ou d'acceptation de ça, devant une espèce d'anarchie volontaire des différents groupes impliqués, on se dit, la seule instance qui existe, c'est les Nations Unies. Est-ce qu'elles ont une capacité quelconque d'imposer ou de faire comprendre ces choses-là? Parce que, comme tu dis, la baie de Saint-Brieuc ou les flottilles, les gens se connaissent, sont capables ont un intérêt commun, partagent le même territoire, mais entre des Chiliens, des Péruviens, des Chinois et des Australiens, il n'y a rien de commun, sauf des réglementations internationales. Et là, je ne vois pas très bien. Et là, c'est typiquement une question qui part de la pêche, mais qui est applicable à tout le reste. Comme tu dis, la pêche est en avance, donc a priori, si on ne trouve pas de solution pour la pêche, on est très très mal pour le reste. Donc j'aimerais bien avoir un peu ton opinion sur ce qui se passe, disons, un peu au niveau d'une régulation potentiellement mondiale. Je ne suis pas devin, mais c'est vrai que vis-à-vis de cette question-là, je fais preuve d'un certain pessimisme, je vais dire. Bon, quand on est 10 autour de la table, on peut espérer peser un dixième, mais quand on est 7 milliards ou 10 milliards, on pèse plus qu'un 10 milliardième, et ça fait pas beaucoup, et c'est un peu désespérant. C'est un premier élément de réponse. Mais si je dis que je suis pessimiste, c'est que l'exemple de la pêche, il montre que les acteurs de la pêche eux-mêmes, clairement, massivement, pas partout, pas toujours, pas dans des petites communautés justement, mais dès que c'était dans des grandes communautés, ils ont été incapables de résoudre le problème par eux-mêmes. Incapables. J'analyse longuement dans mon bouquin, parce que ils sont pas idiots. Enfin, je veux dire, on peut pas dire c'est parce qu'ils sont pas compétents, c'est parce qu'ils sont idiots ou c'est parce qu'ils sont méchants. Il y a des raisons objectives qui font qu'ils n'étaient pas dans la capacité de pouvoir résoudre le problème. Et qu'à la limite, dans un espace comme l'espace européen, lorsqu'on est vraiment arrivé au moment où la surexploitation a culminé, la fin des années 90, c'est le moment aussi où il y a des crises économiques très fortes, des mouvements sociaux très forts des pêcheurs. Mais néanmoins, même à ce moment-là, les pêcheurs par eux-mêmes n'ont pas su par eux-mêmes résoudre le problème. Ce qui veut dire que le danger ou l'impact, lorsqu'il arrive, n'est pas du tout une garantie que les acteurs vont réagir et faire ce qu'il faut. La pêche n'a été, je pense, sauvée que parce que, d'une certaine manière, il y a eu des interventions extérieures d'autres acteurs. J'ai parlé des ONG, mais à la limite, les ONG, c'est presque le petit bout de la lorgnette. Il y a eu une réelle volonté de la société de se dire on ne peut pas laisser les pêcheurs détruire tous nos océans. Enfin, je pense qu'à un moment donné, les politiques, même ceux qu'on pouvait accuser d'écologie, ont aussi réagi en disant notre responsabilité de faire quelque chose et de le faire parce qu'il n'y a pas que les pêcheurs. Voilà. Je me rappelle une époque, avec des collègues que tu connais bien, François Benoît-Ménil, on se disait, mais est-ce qu'éternellement les politiques, finalement, leur choix, c'est pas de laisser mourir le secteur de la pêche, de l'accompagner gentiment dans son lent déclin, c'est un suicide et ils laissent faire parce que comme ça, ils seront débarrassés d'un problème, on pourra parler d'autre chose. Et je pense que s'ils ne l'ont pas fait à un moment donné, c'est parce qu'effectivement, il est monté une exigence citoyenne. Pas du côté des pêcheurs, du côté de la société qui a commencé à dire la surpêche, ça ne va pas. Nourrie, alimentée par les ONG, mais bien au-delà des ONG. Donc, ce que la pêche, elle nous enseigne dans ce cas-là, c'est qu'un secteur menacé de son propre suicide par lui-même n'a pas forcément la capacité en lui-même à résoudre sa question s'il n'y a pas des interventions extérieures, je dirais, porteurs du bien commun d'une certaine manière, qui reportent le bien commun. Alors, si on transpose ça à la gouvernance des océans, on peut se dire, les océans, le centre des océans, c'est un peu plus compliqué que les zones côtières, parce que c'est des grandes zones qui sont loin, etc. Mais peut-être que là, le bien commun, il se réaffirmera à
à l'échelle mondiale. Là encore, on peut être relativement optimiste. Là où effectivement, moi, je suis plus pessimiste, c'est réellement la question du changement climatique. C'est-à-dire que le seul élément d'espoir pour moi du changement climatique, c'est je vais le dire comme ça, c'est les jeunes qui manifestent dans la rue, parce qu'effectivement, si on attend des États qui prennent les mesures, on peut même pas se dire que c'est quand ils vont réellement voir les impacts qu'ils vont prendre les mesures. L'exemple de la pêche, et je pense qu'il y en a d'autres, nous montre que c'est pas vrai. Il peut y avoir des crises économiques qui sont liées au changement climatique. Ça n'implique pas une réaction des responsables politiques ou des acteurs du monde économique. Certains oui, mais pas forcément à l'échelle globale. Guillaume, oui, s'il te plaît. Alors, j'irai un peu plus loin, justement, en parlant de la crise écologique et le réchauffement climatique. On sait que, et vous l'avez montré dans vos graphiques au début de votre exposé, la partie intertropicale sera la plus touchée par le réchauffement climatique et particulièrement la montée des eaux. Alors justement, ma question est la suivante. Quel sera l'impact justement de la montée des eaux? Parce que là, ça devient inévitable. Au moins, on peut limiter son impact, mais la montée des eaux aura lieu. Sur tout ce qui est écologie marine au niveau des îles, qui représentent quand même, où la pêche est un énorme potentiel économique pour toutes ces îles. Si on prend l'Indonésie, qui est peut-être le plus grand continent en termes d'îles, quel sera l'impact à court et moyen terme pour justement toute cette partie économique entière, parce que la France en sortira relativement bien, quoique on peut encore se poser la question pour ces outre-mer qui, eux, peuvent être touchés, mais la partie, je pense plutôt à la partie vraiment Océanie qui, elle, risque de prendre malheureusement cher, si on peut dire. Oui, ceux qui vont prendre cher, c'est à la fois ceux qui effectivement ont des altitudes faibles et puis qui n'ont pas forcément les moyens économiques de réagir. Ce qui est terrifiant avec la montée des eaux, c'est que à peu près toutes les autres courbes, des paramètres physiques, chimiques ou même biologiques qu'on a, ont tendance à se stabiliser dans les modèles à la fin du siècle. La montée des eaux, on sait que c'est parti ça va s'étendre sur plusieurs siècles et sur plusieurs millénaires. Et alors, plus on va dans les prédictions lointaines, plus elles sont incertaines. Mais il y a des modèles qui nous disent qu'à l'échelle de quelques millénaires, la montée des eaux, elle sera entre 20 et 40 mètres, voire 60 mètres. Donc voilà. Donc, alors, bon, quelques millénaires, ça nous donne le temps de réagir, mais enfin, ça risque d'être une grande thématique. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Je sais pas très bien. Je suis pas sûr que c'est beaucoup d'impact, comme vous l'avez dit. Ça n'a pas forcément beaucoup d'impact sur le vivant. Le vivant qui est dans l'eau, que l'eau soit un peu plus haute ou un peu plus basse. Voilà. Et par contre, évidemment, ça va avoir des impacts très forts sur les sociétés du littoral. Et quand on sait que la population humaine se concentre progressivement sur le littoral, voilà. Mais ce que ça nous dit aussi, c'est que puisqu'on sait ça, et que justement, ça c'est des choses qu'on sait le mieux prédire avec le moins d'incertitude, oui, il faudrait anticiper au maximum en évitant de concentrer les populations sur le littoral là où on sait faire. C'est clair que du côté de l'Indonésie, on ne sait malheureusement pas faire. Mais oui, c'est-à-dire que la crise écologique, clairement, la crise climatique dans le cas présent, c'est pas un problème de petits poissons dans l'eau, c'est un problème de sociétés humaines qui sont menacées d'explosion. Le jour où une partie importante de l'Indonésie réellement est sous l'eau, qu'est-ce que ça crée en termes de tensions internationales, de migration de population, etc., etc. Jean-Jacques a levé la main. Bonjour professeur, merci pour tout ce que vous avez dit. Vous avez dit quelque chose qui est peut-être un peu à côté, quoique on vient de parler de l'augmentation du niveau de l'eau. Vous avez évoqué rapidement une certaine chose qui se passe au niveau du Gulf Stream. On parle toujours du réchauffement climatique qui risque de faire qu'on est beaucoup trop chaud et ça aurait un effet sur la pêche de toute manière. Est-ce que le scénario catastrophe du Gulf Stream qui n'aurait plus vraiment assez de puissance est possible et changerait les cartes? Alors,
À l'heure actuelle, après les connaissances scientifiques évoluent assez vite, les dernières années nous l'ont bien montré. À l'heure actuelle, il n'y a aucun modèle qui prédit réellement un arrêt du Gulf Stream à un horizon prévisible. Par contre, très clairement, un ralentissement ou une baisse de son intensité, ça oui, elle est déjà observée. Ça fait partie des choses, apparemment, c'est pas mon domaine, mais de ce que je comprends, de ce que font nos collègues qui font de l'océanographie physique, ils ont beaucoup de mal à prédire entre des aspects tout à fait contradictoires pour savoir si effectivement cette baisse d'intensité viendra du coup dans certaines régions annuler le réchauffement, voire au contraire se traduire par un refroidissement. Mais c'est vrai que les scientifiques de plus en plus essayent d'éviter de parler de réchauffement climatique, parlent plutôt de dérèglement climatique, parce qu'on sait qu'il y a des endroits où il va faire plus froid, où il y a des périodes où il va faire plus froid. Globalement, on sait que alors la température moyenne, évidemment, elle monte. Voilà, les paramètres moyens, on les connaît. Mais ce qui est le plus spectaculaire, probablement, c'est la variabilité, les événements extrêmes, l'enchaînement de ces événements extrêmes, le dérèglement des saisons. On vient d'en avoir un exemple avec les arbres fruitiers. Hein. Bon, voilà, on n'est plus dans la pêche. Mais où on voit bien que là, le problème, c'est des événements finalement à courte échelle de temps et relativement d'espace qui sont très fortes. Une des choses sur lesquelles les gens qui font de la biologie des pêches se penchent de plus en plus, moi j'ai un doctorant qui travaille sur la question, c'est la question par exemple des vagues de chaleur. Parce que la mer qui gagne 3 degrés, c'est beaucoup, ça change tout. Mais la mer qui pendant 15 jours chauffe tout d'un coup de 5 degrés ou plus, ça peut avoir des impacts finalement encore beaucoup, beaucoup plus importants. Mais voilà, j'ai envie de dire le réchauffement climatique, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une espèce de consensus, hein, réellement. Moi, je suis même frappé à quel point il y a un consensus de la communauté scientifique, je sais pas à 100%, mais la plupart il n'y a pas beaucoup de scientifiques qui ne se soient pas posé la question dans leur propre discipline de dire « Et moi, le changement climatique, ça fait quoi ?» Vous voyez, nous, on se l'est dit, moi, je ne travaille pas sur le changement climatique, je travaillais sur les impacts de la pêche, sur les ressources des écosystèmes au début. Et j'ai fait comme la plupart de mes collègues, j'ai commencé à regarder le changement climatique. Et tous les gens qui commencent comme ça à regarder un peu dans tous les domaines le changement climatique arrivent tous un peu à la même vision en disant il y a 2 problèmes différents. Il y a le premier qui est qu'il faut absolument ralentir le réchauffement climatique et ralentir les émissions de gaz à effet de serre, parce que sinon ça ira trop vite. C'est-à-dire que le problème, c'est pas l'ampleur des changements, c'est la vitesse. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait du temps devant nous, là. Alors si on arrive à ralentir le CO2, alors là, on peut commencer à discuter stratégie d'adaptation, réfléchir, mettre en place une bonne gestion des pêches. Mais si on était dans les changements du pire du changement climatique, je ne donne pas voilà, les questions qu'on a posées sur les ressources halieutiques qui pourraient s'effondrer, les pêcheries qui deviendraient chaotiques, les pays qui seraient en conflit. Vous voyez, c'est pas encore, il n'y a pas la guerre, mais il y a déjà eu des conflits assez sérieux entre l'Islande qui, constatant que les stocks de chinchards, de maquereaux étaient de plus en plus dans ses eaux, a dit maintenant c'est moi qui pêche qui pêche le maquereau. Et l'Europe a dit non, on s'est mis d'accord il y a 20 ans sur le fait que vous en preniez pour plus de 20%, vous n'allez pas remettre en cause les règles. Voilà des règles du droit international, en tout cas de l'usage, qui sont brutalement percutées par le changement climatique. Alors la conclusion, c'est que chacun a pêché ce à quoi il pensait avoir droit, c'est-à-dire qu'on a pêché beaucoup plus que l'avis scientifique. Et ça s'est fait sur le dos de l'écologie. Micro, Jean-Marie. Oui, voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Pardon, là, ça va être, je vous dis très honnêtement, des questions béotiennes, parce que je ne suis en rien scientifique, ou pardon, scientifique de l'assistance pour les questions les horreurs auxquelles ils vont être confrontés. Il y a 2 préoccupations où on a beaucoup parlé le commerce mondial récemment a été gêné. Vous avez entendu parler de ce malheureux paquebot où 2 marins avaient parié qu'ils étaient capables de faire tourner un bateau dans le canal de Suez, et ça a provoqué la catastrophe que l'on sait. Et de plus en plus, on évoque, bien que ce soit contesté par beaucoup de scientifiques, l'éventualité d'une route du Nord. Ça serait on gagnerait de l'Asie à l'Europe des temps considérables, donc de l'argent, donc ce serait très tentant. Et puis on se dit, avec le réchauffement climatique
La glace va être moins importante, même si c'est pas toute l'année, on pourrait peut-être faire passer plus de bateaux, etc. J'entends que dans le même temps, vous dites qu'un certain nombre d'espèces de poissons ont tendance à aller de plus en plus vers le nord. Est-ce qu'il n'y a pas là un choc qui pourrait être redoutable, étant entendu bien sûr que l'hypothèse d'une route qui passerait par le nord de la Russie ou le nord du Canada est quand même très hypothétique, mais très récemment, la Chine et la Russie ont fait conjointement des investissements non négligeables dans ce domaine, et la présence chinoise dans l'Arctique et même dans le Conseil de l'Arctique ou en Islande, elle prend des positions en Islande, au Groenland, etc. Et montre que quand même, on est très 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 intéressé par ce secteur et par toutes les potentialités, pardonnez-moi, qu'il pourrait ouvrir. Est-ce qu'il n'y a pas là, est-ce qu'il ne va pas y avoir là un choc? Est-ce que le vivant à l'intérieur de ces océans ne risque pas d'être menacé? Et j'ai une deuxième question, pardonnez-moi, pardon à tous, plus ponctuelle. Il y a eu récemment un événement important sur le plan européen qui était le Brexit. Et parmi les problèmes posés par le Brexit, il y a eu la question de la pêche, qui a été apparemment même un cas de figure assez compliqué, parce que des deux côtés, on avait un secteur qui représentait peu de monde en termes d'emploi, mais quand même beaucoup d'argent. Et donc, les discussions ont été âpres. Est-ce que le Brexit peut augmenter les problèmes, les aggraver, ou est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, les accords minimums qu'on a trouvés règlent sont des solutions? Pardon, excusez-moi, je bredouille un peu en plus. Je ne sais pas si mais vos questions sont tout à fait claires. Alors, elles sont de nature évidemment tout à fait différentes. Alors, sur la question de la route du Nord, moi, je ne crois pas du tout ça hypothétique. Je pense ça absolument certain. Je serais évidemment, je me mouillerais pas sur à quel horizon. La question, c'est est-ce que c'est dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 30 ans. Mais je pense que ça me paraît évident quand on regarde toutes les courbes de vitesse de fonte de la calotte polaire. Que la route sera ouverte. Et évidemment, les scientifiques regardent ça avec un peu d'inquiétude parce qu'on sait par ailleurs que ces écosystèmes-là sont par nature extrêmement fragiles. Ils sont très fragiles parce que les flux d'énergie solaire qui arrivent sont faibles, que les réactions vivantes sont lentes dans des eaux froides, qu'on a des espèces qui, du coup, sont des espèces à longue durée de vie, fragiles, à faible fécondité. Enfin, voilà, on sait qu'intrinsèquement, du point de vue du vivant, ces écosystèmes-là sont fragiles. Donc oui, on peut être un peu inquiet. Maintenant, pour être très honnête, moi, je suis encore beaucoup plus inquiété par les possibilités de développement des exploitations minières, pétrolières, ou etc., dans des écosystèmes fragiles, que par le commerce. Bon, je suis pas sûr que le commerce soit une très très bonne idée, mais c'est pas lui qui peut avoir les. Il me paraît en tout cas plus facile à réguler. Peut-être qu'il faudrait imposer des normes encore plus sévères qu'à d'autres navires. La vraie menace pour moi, c'est le développement des exploitations minières, pétrolières, etc. dans ces écosystèmes. Et quand on voit le peu d'empressement des pays concernés à se mettre autour de la table lorsqu'il est question de mettre une partie de ces écosystèmes en réserve, on se dit que clairement, c'est qu'un certain nombre d'entre eux ont des plans, sinon dans les cartons, en tout cas déjà dans l'esprit. Donc voilà. Après, le commerce international, indépendamment que ce soit par la route du Nord, c'est vrai que c'est un côté un peu fou et que ça pose des vrais problèmes. Alors, par exemple, en matière de pêche, mais là encore, je pense qu'on le retrouvera ailleurs. C'est comment vous imposez à des pêcheurs des hauts standards environnementaux, et puis si possible économiques et sociaux, si dans le même temps vous les placez sur un marché de libre concurrence avec des pays où il n'y a pas le moindre standard écologique et social. Donc j'ai envie de dire, le développement du commerce par la route du Nord m'inquiète au moins autant sur cet aspect-là que sur ses impacts écologiques directs sur les écosystèmes du Nord. Le Brexit, le Brexit, non, c'est une affaire qui n'est pas finie. Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que la pêche a joué un rôle dans le Brexit lui-même. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'Europe des pêches, la politique européenne des pêches s'est mise en place, elle a été créée en 83, et une des grandes questions lorsqu'on a créé cette politique européenne des pêches a été de se mettre d'accord sur le partage des quotas de pêche.
quota de morue de mer du Nord, combien pour les Anglais, combien pour les Français, combien, voilà. Donc on a mis en place des clés ce qu'on appelle les clés de répartition. Et ces clés de répartition, on les a fait sur la base de ce qu'on appelle les droits historiques, c'est-à-dire en gros de ce que pêchaient les pays dans une période de référence. Et la période de référence qui a été choisie, c'était 1974-1977. Or, à l'époque, les Anglais pêchaient encore beaucoup au large de l'Islande, il y avait pas mal de flottilles internationales, et assez peu dans les eaux de ce qui sont devenues les eaux européennes. Et donc, ces clés de répartition leur ont été extrêmement défavorables. Et à l'époque, on avait dit d'une certaine manière, la Grande-Bretagne a sacrifié ses pêcheurs parce qu'elle voulait rentrer, à l'époque, ils voulaient rentrer dans l'Union européenne pour des raisons industrielles. Les pêcheurs anglais, à juste titre, je pense, ont toujours considéré qu'ils étaient les mal servis de la politique européenne des pêches. Et voilà. Donc ça a nourri une hostilité très forte des pêcheurs, et les campagnes menées sur le thème « Rendez-nous nos eaux anglaises » ont joué un rôle certain dans la mobilisation et dans le vote pour le Brexit du côté des Anglais. C'est d'autant plus vrai que la pêche, là-bas comme chez nous, c'est un petit secteur. Même économiquement, ça pèse pas grand-chose, mais c'est un secteur qui a un très gros poids culturel, symbolique et donc politique. Il y a une espèce de décalage incroyable entre le poids économique et social de ce secteur de la pêche et ce qu'il représente en termes symboliques et culturels. Je prétends que c'est parce que probablement quelque part dans notre cerveau il y a encore un chasseur-cueilleur préhistorique qui se promène, et qu'il y a une image comme ça autour de la pêche, ce qui fait qu'on lui donne une espèce de valeur très forte. Donc le petit secteur de la pêche anglais, il a pesé lourd dans le Brexit. Alors aujourd'hui, oui, ça a été compliqué de trouver un accord, parce que, en gros, le gouvernement anglais avait promis à ses pêcheurs qu'ils récupéreraient les eaux anglaises. Les gouvernements européens ont promis qu'il n'en serait absolument rien. Et donc, il a fallu se mettre d'accord sur un compromis qui est que les Européens rendront aux Anglais 25% de ce qu'ils pêchent actuellement dans leurs eaux. Donc, les Anglais se sont sentis trahis en disant comment nous ne récupérons que 25% du poisson que les Européens viennent pêcher chez nous. Donc, ils sont absolument furieux. Et tous les pêcheurs européens, eux, se retrouvent à perdre 25% de leur capture dans les eaux anglaises, ce qui est loin d'être négligeable. Et encore, on s'est mis d'accord sur le fait que c'était 25% pour les 5 ans qui viennent. Qu'est-ce qui va se passer après? Là, on n'est pas d'accord. Et si ça se trouve, les Anglais diront, ça y est, maintenant, deuxième tranche, un deuxième 25% pour les 5 ans qui suivent, et puis 100%, voilà. Donc, on n'a pas fini d'entendre parler des problèmes des pêcheurs dans les eaux anglaises, malheureusement. Merci. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le professeur, d'avoir bien voulu répondre à toutes nos questions. Merci pour votre invitation. Mais c'était un grand plaisir, c'était avec beaucoup d'intérêt.